Yes. Et voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir le chat. Bon, bah, on se retrouve une nouvelle fois avec le collègue Pierre-Yves Lenoble. Ça va, Pierre-Yves? Salut le chat, salut Guillaume, salut Nemad, ça me fait bien plaisir d'être avec vous. Ouais. Et puis, bah, Nemad, bon, est-ce qu'il y a encore besoin de le présenter? Monsieur Perseus. Ça va, Nemad? Ça va bien, bonsoir à tous. Content d'être là avec Pierre-Yves et parler Ouais, ça d'un fait plaisir. dépoussiérer peut-être un sujet Carrément, carrément. qui Bah, entoure sujet le de ce soir, fantasme. voilà. Sujet de ce soir, l'ordre du temple. Bon, il y en a à dire. On va essayer de, comme on disait un peu en off, cadrer d'abord les grandes lignes. Et puis ensuite, une fois qu'on a le cadre général, on va pouvoir commencer à pointer un peu dans le détail, dérouler un peu tout ça. Bon, ça fait plaisir, les gars, d'avoir Pierre-Yves là. Ça fait un moment qu'on t'avait pas eu à la maison. Ouais, Euh, bah, je cool. vous rappelle que en description de cette vidéo, vous avez tous les liens pour rejoindre la chaîne de Pierre-Yves, son blog, son Tipeee, ses travaux, tout ça, tout ça. D'ailleurs, j'ai mis, vous savez, sur le site, pour ceux qui ont vu là, on a ouvert un onglet qui s'appelle Librairie, je crois, et on a mis les ouvrages, alors pas tous, mais les ouvrages de Pierre-Yves, euh, pour ceux qui ont envie de découvrir ce que tu as écrit, évidemment. Bon, je vous invite à le faire parce que c'est costaud. Donc voilà, ça fait de la pub pour les collègues, c'est important aussi. Et donc, vous pouvez tous aller trouver tout ça sur le site, etc., etc. Ok. Bah écoutez, je vous propose qu'on taille dans le vif. Les mecs, ça va? On fait ça? Ouais, ça Ouais. marche. Oui. Alors, l'ordre du temple. Pourquoi on a fait ce thème? Parce que déjà, c'est un sujet qui revient souvent, tant quand on parle d'ésotérisme que lorsque l'on parle d'histoire. Et puis ça se mélange, ça fait beaucoup, ça fait couler beaucoup d'encre, hein, cette histoire. Ça palabre pas mal sur l'ordre du temple, etc. Et moi, j'avais envie d'essayer de proposer une émission où, bon, on n'a pas réponse à tout, c'est évident, mais en tout cas, on va essayer d'amener pas mal d'éléments pour réfléchir, au moins sur quelque chose qui tient debout, sur ce thème. Ce qui serait pas mal, c'est de commencer par le contexte, c'est-à-dire, alors là, j'aime bien faire démarrer Pierre-Yves parce que c'est l'historien de la bande quand même, donc c'est cool. Et Ouais, ce que je voudrais, si tu peux nous planter le décor, c'est-à-dire l'époque, le contexte et l'émergence du temple. ok, le contexte, bah, c'est la fin du 11e, début du 12e siècle, quoi. C'est la toute fin, c'est 1099, je crois, ou 1098, l'appel donc pour la première croisade en Terre Sainte. Et donc, bah, les chevaliers du Nord, les barons, donc la caste des guerriers est appelée à aller reconquérir le Saint-Sépulcre, qui a été pris bah, par les musulmans, mais plus précisément par les Seldjoukides, qui ne laissaient plus les pèlerins chrétiens avoir accès aux lieux saints. Donc, il fallait récupérer Alors, les lieux saints. je, je taille dans le vif exprès. La précision que tu fais, elle est importante. Est-ce que tu peux développer un petit peu sur ce point, par rapport aux musulmans? Bah, par rapport aux musulmans, c'est que avant justement les Seldjoukides qui viennent, on va dire de la péninsule turque, quoi. C'est des Turcs. Donc il y a plein de luttes de pouvoir dans le monde musulman et les dynasties précédentes laissaient les pèlerins chrétiens avoir accès au Saint-Sépulcre et aux lieux saints chrétiens. Et ces Ouais. Seldjoukides interdisent complètement, on peut dire entre guillemets, c'est un peu les wahhabites ou les talibans de l'époque, quoi. C'est les musulmans rigoristes qui donc interdisent les lieux saints aux chrétiens. Et donc il y a réaction du monde chrétien en Occident. Donc c'est le fameux appel de Urbain II. Euh, qui lance, on va dire, la première croisade. Donc c'est en 1098 ou 1099. Là, excusez-moi Oui, c'est pas bien grave ça. pour la précision, quoi. Et donc on a les barons du Nord qui vont faire la première croisade. Ils réussissent à prendre les lieux saints. C'est une énorme boucherie. Parce qu'on peut dire qu'à cette époque-là, ils sont pas encore, ça reste des gros chevelus et, comme je le dis, des gros bourrins, les barons chrétiens. Donc souvent même, ils font même pas la différence entre les musulmans et les chrétiens d'Orient, quoi. C'est
un véritable bain de sang. Il y a la fameuse chronique des croisades où ils parlent qu'ils avaient du sang jusqu'aux chevilles quand ils sont rentrés dans Jérusalem, quoi. Enfin, ils ont tué tout le monde, on va dire. Et une fois que donc les lieux saints ont été ouverts, l'ordre du Temple a débuté avec un chevalier de Champagne qui s'appelle Hugues de Payen ou Hugues de Pin, je sais pas, c'est P-A-Y-N. En général, on dit Hugues de Pin, P-A-Y-N. Ouais. Voilà. Donc, qui a voulu fonder un ordre avec une 9 autres. Enfin, ils étaient 9 chevaliers. Donc, c'était pas encore l'ordre du Temple institué, mais pour aider, on va dire, à sécuriser les routes et à sécuriser les lieux saints parce qu'ils étaient à nouveau ouverts pour les pèlerins, quoi. D'ailleurs, là, on peut voir un épisode symbolique parce qu'à cette époque-là, il y avait la légende des 9 preux qui étaient partout dans le Moyen-Âge. Et c'est pas avec 9 chevaliers qu'on va sécuriser des routes de l'Occident européen jusqu'au Moyen-Orient, quoi. Donc, il y a un aspect, mais comme toujours un peu au Moyen-Âge, dès qu'il y a la fondation d'un ordre, la fondation de quelque chose, il y a toujours un aspect un peu symbolique et légendaire, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Voilà. Et l'ordre du Temple va être légitimé par le clergé, notamment via Saint Bernard, qui était, on va dire, le boss spirituel du Moyen-Âge, donc au milieu du XIIe siècle, ou un petit peu avant, vers 1140, je crois, où il fait l'éloge de la nouvelle milice. Et par ce texte et par comment on va dire le fait que le Vatican valide cet ordre, il y a l'officialisation de l'ordre du Temple qui est à la fois, ça on va y revenir, qui est à la fois un ordre monastique et à la fois un ordre chevaleresque. Et à partir de cette légitimation, on va dire que ça va exploser et ils vont avoir plein de biens, plein de membres. Ça va vraiment augmenter presque de façon exponentielle, quoi. C'est vraiment le truc. J'allais presque dire à la mode, quoi, du moment, quoi. Ouais, carrément. Il y a un truc. Je reviens sur le côté contexte musulman. Alors, c'est pas pour insister comme un crétin là-dessus, si tu veux, c'est histoire de comprendre, parce qu'on caricature souvent la relation entre l'Occident et le monde musulman à cette époque. Je pense surtout qu'on détourne un petit peu l'histoire pour alimenter des velléités, tu vois ce que je veux dire? Alors que je pense qu'il y avait un équilibre qui existait et qu'effectivement, l'aspect turc qui débarque là-dedans, et ce ne sera pas la première fois ni la dernière que les Turcs viendront foutre la merde quelque part là, dans cette histoire-là. C'est vraiment, ça permet de comprendre qu'en fait, on ne peut pas généraliser ça au monde musulman en général, quoi. Non, c'est vrai. Moi, pour élargir le sujet, je pense pas qu'il y avait un équilibre entre le monde musulman et le monde chrétien, ou alors c'est un équilibre qui se fait par rivalité. C'est-à-dire, il ne faut pas tout voir en noir. Il y a eu des échanges, bien sûr, entre le monde musulman et le monde chrétien, mais c'était quand même deux mondes antagonistes. Parce que, surtout à cette époque-là, les gens, il n'y a que la religion qui les fait lever le matin. Donc, du coup, d'ailleurs, les chrétiens ne parlent presque même pas de musulmans à cette époque-là. Ils parlent de païens, directement. Alors que ils en étaient à l'époque. Je te dis, les premiers barons ne faisaient même pas la différence entre les chrétiens d'Orient orthodoxes et les musulmans. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc du coup, on est quand même dans un monde très frustre. Mais comme je le dis souvent, c'est une rivalité mimétique entre deux grandes puissances civilisationnelles. Et donc, il y a des antagonismes, mais ton ennemi, à force de le combattre, les deux vont tendre à se ressembler ou à s'adapter aux stratégies de l'autre, et ainsi de suite. Je donne un exemple, par exemple, justement, le fait de faire des moines soldats, c'est que normalement, dans le monde chrétien, il y a une séparation entre le spirituel et le temporel, et il a fallu légitimer des moines soldats, on va dire, qui est un concept absolument étranger aux évangiles, alors qu'il est tout à fait naturel pour les musulmans qui peuvent être à la fois des guerriers
et des clercs, parce qu'il n'y a pas vraiment de séparation de caste dans le monde musulman. Donc on voit que l'ordre du Temple, c'est aussi une adaptation des élites occidentales pour pouvoir combattre sur le même pied d'égalité. Mais tu as ça aussi au niveau de la stratégie guerrière. Tu vois, les hommes européens, eux, ils étaient plus en mode siège, tu sais, à poser des sièges devant les villes, alors que les musulmans, eux, c'était plus la tactique un peu de la guérilla, tu vois, avec des cavaliers qui font des petits coups. On retrouve ça d'ailleurs dans la guerre d'Algérie, d'ailleurs. Donc, le fait aussi de créer une espèce de cavalerie templière, c'était aussi pour s'adapter à la tactique militaire des chevaliers musulmans qui étaient très mobiles et qui fonctionnaient par petites attaques d'embuscade, quoi, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, dans cet esprit moine guerrier, une reviviscence du côté celtique? Parce que dans le monde celtique, c'est pas antinomique d'être druide et guerrier. Les rois le sont, en fait. Oui, je pense. Mais ça, on en a déjà discuté, et j'en parle souvent. C'est que le beau Moyen-Âge, qui commence justement à l'époque des croisades, quoi, à partir, on va dire, du 11e, 12e siècle, est une christianisation de l'ancien paganisme, quoi. On regarde quand même les standards païens, quoi. Voilà, on regarde les standards païens, et notamment les standards, justement, des castes, avec les clercs, tu vois, les oratores, les bellatores et les laboratores, qui était la tripartition indo-européenne, mais qui est totalement étrangère au message christique, qui dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et qui est plus entre guillemets un universalisme. Et il n'y a pas d'histoire de caste chez Jésus, quoi. Et il n'y a pas d'histoire. Mais alors après, comme toujours, on peut toujours trouver des justifications aussi dans les évangiles. C'est ce qu'a fait Saint Bernard, tu vois. Il prend l'exemple, par exemple, tu sais, du Verbe dans l'Apocalypse de Jean, qui est d'ailleurs habillé comme un templier, avec une croix rouge, qui arrive sur son cheval blanc, qui a une épée. C'est malin. Bien sûr. Enfin, les mecs s'arrangent avec les lois de l'époque, on va dire. Hein. Quelque part aussi. Mais Matt, tu t'interviens quand tu veux. Hein. Ouais, non, mais là, j'ai écouté la présentation. Yes. Après, moi, peut-être pour faire un petit rappel sur le symbolisme, un peu ce que ça représente les Templiers, avec la lecture de caste, c'est la première et deuxième caste qui sont fusionnées. Parce qu'il y a déjà eu une dégénérescence de la première caste. Donc, et ça rejoint un peu la révolte des Kshatriyas dans l'hindouisme. Moi tu vois, Nemad, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Excuse-moi de te couper. Je pense que c'est plutôt l'apex, le couronnement des castes. Quand l'élite de l'élite devient entre guillemets des moines soldats, en fait. Pour moi, c'est comme un peu la tête de proue de la pyramide qui réunit, tu sais, comme Saint-Pierre, les clés d'or et d'argent dans la même personne, en fait, tu vois. Ouais, c'est peut-être l'apex. La révolte des Kshatriyas, tu vois, c'est plus au XIVe siècle. Alors, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de dégénérescence à proprement dit de l'Église encore. Oui, mais en fait, c'est l'annonce de la révolte des Kshatriyas. C'est l'apex de quelque chose qui est d'un idéal, mais qui dure pas, en fait. Du coup, Moi, je pense que c'est plus le logiciel indo-européen ou c'est je suis d'accord. Européen qui trouve une forme christianisée qui lui convient bien, tu vois. Parce que avant d'être des guerriers, les Templiers, c'est surtout des cisterciens, en fait. 90% de la règle des Templiers, c'est une règle cistercienne, quoi. C'est complètement cistercien. D'ailleurs, il y a à ce niveau-là, je vous laisse, allez-y les gars, je vais retrouver une référence pour les gens que... Mais je vois ce que tu veux dire, Nemad, par contre, quand même. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est jamais bon non plus de mélanger les castes, quoi qu'il arrive. Ça amène toujours des dégénérescences et des décalages, quoi. J'en parlais à Guillaume tout à l'heure, je pensais, ou hier, je sais plus, je disais que, par exemple, Saint Bernard, pour moi, c'est l'archétype de la synthèse du message chrétien, de ce que ça a apporté, de ce que ça a peut-être produit de meilleur à l'apex de cette époque. Et c'était quelqu'un qui était un guerrier, éduqué comme un guerrier, et qui est devenu un maître spirituel, donc de la première caste, et qui a été une référence spirituelle. On pourrait même dire qu'il avait les trois castes.
parce que l'ordre des cisterciens, ou les moines de Clairvaux, quoi, parce que Saint Bernard était un cistercien, mais il a fondé son abbaye à Clairvaux, et il insistait. Ouais, et en plus de quoi, il était éduqué à la guerre, lui. Hein. Il a été, bah oui, il était issu d'une famille de nobles de la deuxième caste. Ouais. Par le fait qu'il soit moine, il était membre de la première caste. Et dans l'enseignement cistercien, il y a tout un enseignement sur le fait de cultiver la terre, d'aller dans les forêts et de sortir aussi un petit peu des monastères pour aller vivre au milieu des paysans et des artisans. C'était aussi des très grands constructeurs. Donc finalement, on pourrait penser que, comme le dit Nemad, comme je l'ai dit aussi au début, c'était le boss de la chrétienté à cette époque-là, et en sa personne, il arrivait à synthétiser les trois castes, en fait. Quoi. Ouais. Tiens, petite référence vite fait, les amis, parce qu'on parlait de la règle. Il y a le travail de Yann Kervran. Vous connaissez ça? La règle de l'ordre du temple de Yann Kervran. Oui, moi je l'ai lu. C'est traduit, quoi. La règle, elle est de. J'ai perdu parce que il y a. C'est pas lui l'auteur de la règle, ça c'est sûr, mais il a compilé les trucs, et en fait, ça permet de comprendre le rythme de vie du Templier. Voilà. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je reviens juste, avant qu'on explore l'aspect symbolique et qu'on aille plus profond là-dedans, qu'on reste un petit peu sur le plan historique. Là, on avait ouvert le bal comme ça. On a le contexte en gros. Il y a un truc qui m'intéresserait de différencier. La différence, je la fais. Est-ce que j'ai tort? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Les Templiers ne sont pas des croisés. Non, ils sont là pour protéger et maintenir quelque chose. Ils ne sont pas martiens vraiment, si on peut parler en termes astrologiques. Ils sont plus en protection. Ils sont là pour protéger les chemins, donc ce qui est mobile, ce qui est vivant, les flux, et des places. Donc Jérusalem, le temple, le nom du temple. Ils ont cette fonction-là à la base, comme tous les ordres templiers à la base ont cette fonction-là. Les ordres de moines. D'ailleurs, ils ne sont pas là pour faire la guerre au départ. Ils sont là pour tenir des positions et sécuriser et maintenir un ordre. D'ailleurs, on les appelle les Templiers, parce qu'au début, c'était les preux chevaliers du Christ, je crois, les 9... les pauvres chevaliers du Christ, ouais. Voilà, les pauvres chevaliers du Christ. Et le Vatican, quoi, l'autorité spirituelle de Rome, leur donne les anciennes écuries du temple de Salomon, et ils sont basés ensuite à Jérusalem. Et depuis Jérusalem, ils sont là pour donner des coups de main à ceux qui veulent venir faire leur pèlerinage, quoi. Et tout en développant en Occident tout un maillage de commanderies et donc basé sur l'agriculture. Ils récoltent des fonds, ils créent des châteaux, ils en créent en Occident et en Orient. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en 50 ans, en un demi-siècle, je sais pas, au début du XIIIe siècle, c'est presque l'entité politico-religieuse la plus puissante d'Occident, quoi, on va dire, presque du monde, de toute façon. Ouais, c'est assez incroyable, ça, quand même, en très peu de temps, finalement. Oui, en très peu de temps. Oui, c'est vraiment une exponentielle. Ils arrivent même à créer une marine, je crois, avec des dizaines de bateaux pour amener et protéger les pèlerins. Ils sont dans énormément de batailles. Ils créent des énormes forts dans tout l'Orient. Tu sais, le fameux Krach des chevaliers et tout ça, avec des architectures monumentales. Donc ça suppose aussi, parce que c'est comme toute organisation à cette époque, c'est presque une corporation, on va dire, les Templiers. Il y a la tête de proue, les grands chefs, les grands maîtres, et ensuite toute une hiérarchie, et toute une hiérarchie aussi plus ou moins de laïcs sympathisants du temple, qui sont là pour construire, cultiver la terre, ou être simplement des soldats, entre guillemets, des sortes de mercenaires, quoi, on va dire, quoi. Et tu as la haute hiérarchie.
Bah, de toute façon, si on regarde même le cadastre du Moyen Âge ou ce qu'il en reste, on voit qu'ils fonctionnaient comme des seigneuries. En fait, ils avaient un rôle de seigneur, prêtre, ils avaient leur messe, ils donnaient la messe, ils avaient leurs paysans, ils avaient leur... C'était vraiment ils avaient des structures féodales comme des seigneurs et maillées partout en Europe. On peut faire même... on peut dessiner un truc le long du nord de l'Europe jusqu'à la Méditerranée, même en Bavière. Oui, oui. C'était En fait, surtout, Ah oui, c'est ils ont vrai, vraiment synthétisé voilà, la classe noble avec la classe sacerdotale. Et, ouais. oui, en un siècle, ils sont devenus une puissance énorme. voilà. Et ils ont aussi donné l'exemple à d'autres ordres de moines soldats, comme par exemple les hospitaliers ou les chevaliers teutoniques. Donc, Ouais. on va dire c'était l'idée à la mode, quoi, le truc, on va dire Ouais. géopolitique de l'époque, quoi. Pour les Occidentaux, c'était Bien sûr. le Ouais. principe du moine soldat ou euh, Mais de alors, la quand je confrérie. disais ouais, ouais, quand je disais tout à l'heure, les Templiers sont pas des croisés, ce distinguo, il fait sens pour toi, Pierre-Yves? Oui, oui, oui. Pour moi, les croisés, c'était de partir faire les croisades. Et les premiers Templiers, donc ces 9 premiers fondateurs, je crois qu'il y avait aussi Thibaut de Champagne. Enfin, je me rappelle plus exactement le nom des 9 autres. Enfin, Ouais, vous retrouverez tout ça sur Wikipédia. Hein, c'est super ouais, documenté. voilà. Hein, c'est pas un truc historique. Mais à la base, c'était des croisés qui ont pris la croix. C'était une petite croix qu'on mettait sur l'épaule pour dire qu'on partait en croisade. Et à partir donc de la première croisade, s'est créé cet ordre du Temple. Et les croisades suivantes, eux, ils sont de toute manière sur place. Enfin, la haute hiérarchie est Ouais. sur place. Et c'est plus vraiment des croisés, mais c'est un ordre politico-religieux qui est là pour assurer la protection des croisés. Et ouais, ils vont se battre aux côtés des croisés. Il y a certains chapitres où on va les Bien trouver sûr. à Acre, il me semble. Ils étaient là. Ils ont Oui, oui, épaulé bien en sûr. fait certaines batailles, quoi. Ben, pour donner Mais un seulement à exemple, l'appel. Ouais. pour donner un exemple à la con, tu vois, c'était un ordre d'élite, donc militaro-monastique, comme aujourd'hui, je sais pas, le GIGN, c'est un ordre Ouais. d'élite dans la police française. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc Ouais. Je vois ce que tu veux dire. c'est la Ouais. crème de la crème Donc dans des certains. combattants Ouais, ouais. chrétiens, quoi. Ouais. C'est ça. Donc du coup, on les trouve dans certains moments où on a besoin vraiment de combattants d'élite pour gérer des problèmes. On pouvait aussi, ils n'étaient pas, alors du coup, ils se sont pas que retrouvés préposés à protéger des routes, mais aussi Bien sûr. finalement à donner, on va dire, un coup de main pour certaines opérations militaires, quoi. Militaire et comme je le disais tout à l'heure, également économique, agricole, parce Ouais. qu'en fait, c'était en gros l'élite militaire, mais vu qu'ils avaient une règle monastique, en gros, c'était des gens qui allaient la tête baissée au combat, presque comme des martyrs, tu vois. Donc en gros, ils avaient une confiance absolue de la part des autres chefs militaires, quoi. Ils savaient que c'était des gars sûrs, quoi. Ouais, ouais, bah, ça c'est sûr. C'est pas comme aujourd'hui, trois petits points. Et alors, est-ce qu'on peut parler aussi de la relation? Alors, il y a beaucoup de romans autour de ça, hein, du genre de trucs romancés, etc. La relation entre les Templiers et les musulmans, et peut-être même précisément les Ismaéliens. Ouais, alors, Oui, vas-y, Nemad, j'ai beaucoup ouais, parlé. bah, justement, tu reviens sur les musulmans. Ça me faisait penser, il y a une lecture qui est importante pour comprendre les croisades. Pourquoi elles sont déclenchées? Parce que qui a pris la tête de l'islam à ce moment-là, lui, califat de l'époque, c'est les Hmm. Seldjoukides. C'est qui les Seldjoukides? C'était nomades des plaines des steppes, donc Eh, c'est des Indo-Européens, à moitié mongols, à moitié indo-européens. À mo- C'est en qui partie prennent. des. Alors, ouais, C'est lié aux Khazars. Si on remonte, on n'a pas les traces, mais c'est les mêmes peuples, ils viennent du même endroit. C'est du nomadisme dévié de Razzia qui viennent. Et là,
avant, ça se passait bien, en fait, plutôt bien, avec les musulmans sémites qui tenaient la Terre Sainte, ce qu'on appelle la Terre Sainte. Et là, il y a une razzia, il y a eu les Seldjoukides qui sont arrivés, c'est une tribu turco-mongole liée à un moitié indo-européen aussi. Et en fait, la réponse qui est arrivée de l'Occident, c'est une réponse aussi de nomades déviés. On va partir en razzia, Les croisades? les croisades. C'est une réaction à une attaque, c'est vraiment un truc de nomade. Si on regarde, c'est une pince des nomades de l'Est qui attaquent, qui prennent l'islam déjà, qui prennent la tête du califat et qui interdisent la Terre Sainte et qui font des trucs de nomades déviés. Et on a une réaction de nomades déviés qui vient saccager tout à Jérusalem et en Terre Sainte. Mais il- je pense que cette lecture, elle est intéressante, elle est vraiment importante Ouais. pour comprendre psychiquement le mouvement des croisades et pourquoi Et l'ordre du juste temple doit se placer là en quelque chose, en un mix. C'est un peu une pour aller dans ton sédentarité qui sens, essaye hein, de Nemat, structurer et de combattre ça, et de structurer, de défendre un ordre. Euh, voilà. Vas-y. pour aller dans ton sens, Nemad, quand tu parles de nomadisme dévié du côté des Seldjoukides, ça effectivement, qui venaient des steppes, mais également des premiers croisés de la première croisade, on remarque qu'en fait, il y a énormément d'héritiers donc de la deuxième caste, de l'aristocratie européenne, qui sont désœuvrés parce qu'ils n'ont pas de terre, en fait, ils n'ont pas de fief. Et on pourrait voir aussi que l'appel de Urbain II, ça a été aussi pour donner un projet commun à toute une foule de barons sans terre, donc plus ou moins des nomades déviés, justement, pour les mettre sur un objectif commun et faire qu'il y ait moins justement d'épisodes de razzia et de guerres intestines, tu sais, entre les comtes, les ducs, entre tous les seigneurs féodaux qui n'arrêtaient pas de se faire des petites guéguerres en Occident. Et ça a permis à une C'est un truc de foule. nomade, en fait. C'est vraiment un Voilà. truc de nomade. C'est ce que devaient faire les druides et les chamans dans des sociétés, dire, il y a un moment quand il y a une surpopulation, enfin, trop de guerriers ou trop de choses, les envoyer conquérir d'autres terres. En Grèce, c'est assez bien documenté dans la tradition grecque. On parle d'exil. Pourquoi les Grecs sont allés fonder Marseille, les Phocéennes, sont allés fonder des villes partout dans la Méditerranée. Les colonies grecques, c'était ce principe-là. C'était des sédentaires, mais avec du nomadisme. Il fallait contrôler le nomadisme, donc s'expandre, parce que ça reste la culture nomade indo-européenne. Voilà, il y a ça, et aussi beaucoup parce que, par exemple, quand un seigneur, je sais pas, avait 4 fils, par exemple, c'était le fils aîné normalement qui héritait de tout le domaine, et donc il laissait 3 fils un peu avec les dents longues, et c'était à eux d'aller conquérir leur domaine en fait, en gros. Donc ça amenait plein de petites guerres partout dans toute l'Europe, et d'amener un objectif commun et toute cette force vive, justement de la ramener pour la récupération des lieux saints de Jérusalem, ça a permis aussi accessoirement, enfin parallèlement, de pacifier les campagnes européennes. Ouais. Alors, moi, je voudrais revenir, on n'a pas vraiment répondu à ça, donc je remets ça dans la boucle. Le lien, le rapport qu'entretient l'ordre du Temple avec les Ismaéliens. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Moi, je dirais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est presque un peu, on pourrait dire que l'ordre du Temple a plus ou moins été calqué sur les ordres type ismaélien qui existaient déjà en amont dans le monde musulman, quoi. Notamment en Espagne, par exemple. Dès le Xe siècle, dans la conquête espagnole, on retrouve des ordres de moines soldats du côté musulman, et souvent d'ailleurs avec des symboles assez similaires, des hiérarchies assez similaires, des titres assez similaires, parce que par exemple, ça je l'ai lu chez René Guénon, les Ismaéliens, les Achachines, et pas les assassins d'ailleurs, si vous voulez, j'y reviendrai après.
Ok. Leur titre, c'est les gardiens de la Terre Sainte, en fait. Donc, ils sont là pour protéger les lieux saints, on va dire, et les lieux importants. On peut dire que c'est le bras armé de l'Église, et les Ismaéliens étaient le bras armé qui servait de protéger les lieux saints islamiques, quoi. Donc, en fait, on a affaire à des ordres, certes, en guerre l'un contre l'autre, mais qui se ressemblent beaucoup et qui ont été amenés aussi à avoir des contacts quand même. Ouais. Alors, mais je pense qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions quand même par rapport à ça. Je pense que sur le champ de bataille, on va dire que, tu sais, c'est ma fameuse théorie des trois mondes. Enfin, la théorie, au niveau spirituel, ils étaient dans la même équipe. Et au niveau du deuxième et du troisième monde, au niveau psychique aussi, c'était le même type d'homme, des moines soldats. Par contre, au niveau de la matière, c'est que le meilleur gagne, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce paradoxe. Il faut lire la Bhagavad Gita. Voilà. Ça parle que de ça. Je vais vous lancer sur un truc, puis je vais m'absenter juste une petite minute. Justement, la correction Hashashin, je ne sais plus comment on dit, assassin, machin. Si tu peux éclairer ce point, Pierre-Yves. Oui, c'est que... Je reviens dans une minute, moi, de mon côté. Hein. Ok, c'est que plus ou moins les Templiers musulmans, les Ismaéliens, on les appelle les assassins, qui a donné le mot assassin, et l'étymologie vulgaire et courante, c'est de dire que c'était les fumeurs de hashish. Parce que dans une chronique médiévale, on voit que le grand maître des Ismaéliens, des assassins, qui avait le titre de Cheikh alors je sais plus exactement, enfin le vieux de la montagne. Le vieux de la montagne, ouais. Ouais, voilà, avait dit à un de ses disciples, pour impressionner les Occidentaux, il lui avait dit, jette-toi par la fenêtre pour montrer que ces hommes lui obéissaient au doigt et à l'œil. Et ça avait impressionné les Occidentaux de voir que ce subalterne, en fait, il se jette par la fenêtre parce que son maître lui avait dit ça. Et dans cette chronique médiévale, ils disent que c'est parce qu'ils fumaient du hashish qu'ils étaient courageux au combat ou quoi. Ce qui est peut-être vrai, ça c'est pas le problème. Mais Guénon et d'autres auteurs plus sérieux ont montré que assassin, ça vient de Hashishin, et ça vient d'une racine qui veut dire les gardiens, et c'était les gardiens de l'Intersainte. Et les gens qui ont assimilé les assassins, le mot assassin, à des fumeurs de hashish, c'est les romantiques du 19e siècle, quoi, tu vois, dont un certain De Sacy, qui est le premier à avoir expliqué ça, quoi, tu vois. Oui, de toute façon, toutes les conneries viennent souvent du 19e, 18e. Voilà. Donc, c'est une légende. Les assassins, c'est pas spécialement les fumeurs de hashish, c'est étymologiquement, ça veut dire les gardiens, quoi. Ouais, parce qu'ils gardaient les lieux saints, quoi. Et ils sont formés, en plus, leur première cible, c'était les dérives dans l'islam. C'était les pseudo-califes. Leur première cible, c'était ça. Et après, les croisés sont arrivés en plus, mais à la base, ils combattaient les hérésies de l'islam, la manipulation de l'islam et la perversion de l'islam. Tiens, question pour toi, Neyman. Regarde. Les Templiers ont bien participé à des guerres. Il y avait un côté martien où je confonds Templiers croisés. C'était pour répondre par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Quand je parlais du côté martien, c'est qu'en fait, leur but premier, leur principe vraiment de base, c'est protéger, sécuriser. Donc c'est pas martien, ça. Mars, ça s'extériorise. Eux, c'était maintenir des places. Quelque part, c'est très capricorne. Hein. Il fallait sécuriser des trucs. Et après, oui, il y a un côté martien qui se projette par la suite et pour défendre. Mais principalement, c'est pas ça. C'est la dichotomie qu'il y a toujours eu entre spirituel et temporel. C'est-à-dire que c'est des moines soldats, ils font la guerre sainte, donc on va retrouver forcément un aspect martial, mais en plus une plus-value, un surplus spirituel, quoi, que n'avait pas la deuxième caste qui était purement des guerriers. Les Templiers, eux, ils avaient les deux aspects de la première et de la deuxième caste.
Là, c'est plus peut-être une question pour Pierre-Yves de Abdallah qui nous dit qu'en est-il de la législation du volume selon le principe originel de la symbolique du triangle défini par son aire et son périmètre dans le respect de la symbolique sacrée? Je comprends pas la question. Je vais être franc, hein, je vois pas. Pas de problème. Abdallah, si tu peux reformuler. Je vois pas tout voilà, à fait. tout simplement. Donc, ouais. Voilà. Les gars, le rapport avec les Ismaéliens, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses romancées autour. On a presque fait un mythe de la relation qu'il y a eu, tu sais, entre le temple et les Ismaéliens, notamment une histoire qui raconterait que la vérité sur le Christ aurait été révélée aux Templiers par les Ismaéliens. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, les gars? Ils étaient très proches. Hein. Les Ismaéliens, ils n'étaient pas qu'en Perse, ils étaient vraiment en Terre Sainte. Ils avaient des forteresses vraiment partout. Je sais que j'ai relu des études là, universitaires qui sont sorties récemment là-dessus, qui relatent un peu, qui refont une synthèse de ça. Et ils étaient vraiment très proches. Hein. Ils étaient parfois entre une place templière et une place d'Ismaéliens, il y avait 5 km. Donc ils communiquaient, ils se voyaient, ils négociaient et il y a eu un contact assez long, assez sur des générations même. Ouais. Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que dit Nemad. Je mettrais juste un bémol, c'est qu'il faut se méfier de tout le légendaire qui accompagne l'ordre du Temple, depuis l'extinction de l'ordre du Temple, notamment via la franc-maçonnerie et toutes les... On pourra dire un mot, c'est que l'ordre du Temple a eu son apogée et a commencé à dégénérer et a eu sa fin. Voilà. Comme tout dans et ces résidus qui ont été réutilisés, revivifiés, comme le font les Juifs avec le Talmud, c'est André ouais, on mettra des cartouches après sur les francs-macs. T'inquiète pas, on va mettre un chargeur dedans. Ça d'aplomb. Et même avec la lecture de castes et de dégénérescence des castes, la lecture est très claire de ces choses-là. Mais ce que tu disais, Pierre-Yves, si tu peux reprendre le fil par rapport aux relations entre les Templiers et les Ismaéliens. Moi, je pense que ça participe du même principe que, en fait, pour moi, en gros, hein, la relation principale, c'est que ça s'est fait par mimétisme et que le monde chrétien n'a pas la base théologique dans son texte sacré pour pouvoir lutter sur le même pied d'égalité avec les musulmans qui peuvent être à la fois artisans, guerriers et clercs sans aucun problème, alors qu'on n'a pas ça justement chez les Européens avec une division stricte des castes. Là, il y a une petite clé de compréhension. Il faut savoir qu'à l'époque, les peuplades d'Arabie, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique? C'est des commerçants, des marchands. Donc c'est un peuple qui est en entier comme une caste, une troisième caste. Et il y a une lecture à faire avec, par exemple, les trois religions du livre, la religion juive, chrétienne et musulmane, avec les trois castes. Mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et après, en fait, ils n'étaient pas une caste et ils pouvaient s'identifier, ils pouvaient avoir tout à l'intérieur. Donc oui. Il y a quelque chose de très liquide. Voilà. Et après, il y a l'aspect donc traditionnaliste ou pérennialiste qui fait que ce soit les Ismaéliens ou les ordres musulmans ou les ordres occidentaux sont sûrement rentrés en contact par le fait de leur initiation et que l'ésotérisme est supratemporel. Mais ça, j'allais dire, on n'aura pas de source écrite. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans le romantisme, tu vois, par rapport à ça. Oui, dans le fantasme et tout ça, ouais. Il est tout à fait possible que des initiés ismaéliens ou des soufis musulmans ont pu tout à fait discuter avec des templiers ou des hospitaliers de métaphysique. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais après la bataille, quoi. Au cours d'une négociation, pour venir échanger des otages, oui,
il y a la Mais courtoisie. ça penche vers la question de Magic, ça. Ouais. Mais c'est pour ça, ça penche vers la question de Magic. Pensez-vous, comme l'affirme Wilson, que Hassan ibn al-Sabah, alors le vieux de la montagne, c'est celui-là, hein, était à la fois du côté des Achichines et aussi du côté des Templiers. Si on se parle spirituellement, oui, mais au niveau spirituellement, dans la matière, oui. non. Alors après, dans les traces écrites, comme disait Pierre-Yves. Il y avait de la diplomatie aussi. J'aime beaucoup, mais je me méfie quand même de ce qu'il affirme parfois. Voilà, et il ne faut pas confondre aussi être du côté de quelqu'un et la simple diplomatie militaire. C'est-à-dire que des fois, les Templiers et les musulmans, enfin les Ismaéliens par exemple, se combattaient férocement ensemble, mais parfois il y avait des ambassades de Templiers qui venaient discuter ou l'inverse, et on passait pas par le champ de bataille. Mais ça veut pas dire qu'on est potes. Ça veut juste dire qu'on a fait de la diplomatie et échange de bons procédés. Il y avait déjà de la géopolitique à cette époque-là, hein, de la réelle politique aussi. Hein. Et dans un combat, il y a du respect, et par contre, c'est un combat à la vie et à la mort. Donc, et c'est quelque part. Ouais, ça, c'est des notions qui sont. Ouais. On est dans une manière de faire la guerre qui n'a absolument rien à voir avec l'époque moderne, de toute façon. Ah oui, oui, ces valeurs-là sont même plus pensables actuellement par la masse. Donc, bon. Le respect de l'ennemi, la reconnaissance de tout un tas de trucs. On en a des résidus dans les arts martiaux, c'est tout. Voilà. Ouais, enfin, faut voir encore. Et encore, non, ça dépend où. Hein. Un résidu. C'est ça que je parle de résidus dans les valeurs martiales. Oui, résidus. Ouais, j'entends. Ok. Bon, alors attendez, parce qu'il y a des questions qui commencent à tomber de partout là. Putain, du coup, on a été où? Alors, ce serait pour être ouais, voilà. Moi, c'était alors du coup. Parce que là, on a parlé de donc c'est l'Apex. Mais justement, il y a un bloc dont je veux parler, c'est parlons pognon, tu vois. Alors, il y a cette fameuse histoire, notamment les dossiers de Jacques Mailleux, c'est-à-dire sur la richesse du temple, avec des ports qui existeraient et qui auraient permis d'aller faire des comptoirs dans d'autres terres, ramener du fric, etc. Tu connais, Pierre-Yves, les dossiers de Mailleux ou pas? Toi, t'as planché un peu ce truc-là? Non, je connais pas. Par contre, je sais que les Templiers ont effectivement joué un rôle de banquier, mais parce qu'ils étaient des moines, en fait. Donc, du coup, ils avaient cette légitimité, on va dire, sacrée pour pouvoir gérer, notamment c'était eux qui géraient les poids et mesures sur les marchés, en fait. Parce que leur côté moine, en plus d'être guerriers, leur conférait une légitimité qui faisait qu'en gros, eux, ils étaient par exemple contre l'usure. Et encore une fois, quand aujourd'hui on dit les Templiers, c'était les banquiers ou un État dans l'État au Moyen-Âge, c'est mal connaître le Moyen-Âge. C'est qu'on confiait justement la banque et les histoires économiques à des gens qui étaient purs et qui restaient dans une certaine pauvreté. Donc en fait, leur domaine était très riche, mais ils les faisaient fructifier en construisant des châteaux, en achetant des terres ou quoi. Par contre, les Templiers, les vrais Templiers, en tout cas du début, vivaient dans l'ascétisme le plus complet et dans le dénuement le plus complet. Enfin, il faut regarder leurs règles. Règles du temple, bien sûr. Ouais. Alors, toutes les études archéologiques universitaires démontrent actuellement, quand on regarde un peu tout ce qu'on a, c'est juste des traces. Hein. C'est pas l'ésotérisme, c'est pas la vérité, mais démontrent qu'en fait leur richesse c'était leur réseau de terres. Ils avaient les régions les plus productifs. Ils avaient les paysans les plus productifs aussi. Et c'était ça leur trésor, vraiment. C'était ce réseau-là qui a été après repris par d'autres. Avec les banques. La guerre, ça coûte cher. Faire la guerre, ça coûte cher. Hein, alors les gars, juste pour placer les dossiers dedans pour que ça ouvre le topic et que les gens puissent chercher aussi, parce que c'est une partie de la question du temple qui est difficile à élucider d'ailleurs, mais il y a quand même des éléments pour réfléchir. Ce qui a été mis en évidence par Jacques de Mailleux, les Templiers en Amérique. Je vous montre le petit ouvrage. Amérique, Les Templiers en Amérique, Jacques de Mailleux. Donc, alors, il y a pas mal de choses à discuter.
Et vous avez Il y a des trucs, mais- la succession, entre guillemets, du travail de Mailleux. Vous l'avez là, Thierry Wirth, Les Templiers, Le Secret américain. Bon, ça, c'est pour vendre, hein, le secret américain. C'est fait côté Hollywood. Mais en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est de dire que les gars auraient eu des ports, notamment celui de La Rochelle, qui questionne beaucoup, par le biais duquel ils auraient pu faire venir des richesses d'Amérique latine. Donc ça, c'est un pan que tu n'as pas regardé trop, toi, Pierre-Yves, tu me dis. Hein. Non, non, moi je me suis vraiment intéressé aux historiens médiévistes et tous les. En fait, il y a trop de choses qui ont été écrites sur les Templiers, de tout et n'importe quoi. Et il vaut mieux, je pense, en rester aux historiens classiques. Moi, j'ai un livre de Régine Pernoud ou d'Alain de Murger sur les Templiers. On en apprend déjà énormément, quoi. Celui-là qui est pas mal aussi, je sais pas si tu connais ça, Xavier Hélary. Non, non, je le connais pas. De toute façon, il y a vraiment une littérature et une bibliographie gigantesque, quoi. Ça, c'est un petit bouquin qui est pas mal. C'est un universitaire historien qui a repris un peu, mis à jour aussi sur ce qu'on sait, et qui a refait un petit bouquin. C'est récent. Il date de quand, lui? Il y a 2-3 ans, pas plus. Et il est pas mal. Il synthétise un peu toute l'histoire classique, hein, celle que tu décris, Pierre. Donc ça permet d'avoir un cadre stable pour appréhender le problème. Et puis bon, après, on peut élargir avec des trucs un peu plus farfelus, mais qui sont quand même intéressants, notamment avec cette présence templière en Amérique latine. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Oui, j'avais lu alors je sais plus, c'est John Charpentier, je crois, quelque chose comme ça aussi. C'est assez intéressant. Mais il faut quand même rester très prudent avec les Templiers, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fantasmes et beaucoup de littérature, on va dire, pseudo-ésotérique sur le sujet, qui embrouille plus les esprits qu'autre chose, quoi. Justement, c'est le moment de mettre les cartouches, donc on va laisser Nemad allumer les premières balles par rapport à ça. Ouais, alors pour rebondir un peu là-dessus, il y a une chose qui est sûre, moi, ce que j'ai creusé un peu, ce que j'ai réussi à synthétiser, c'est que les Templiers ont eu un rôle plus qu'important dans la découverte de l'Amérique. Officielle. Je compare à Christophe Colomb, tout le bordel. Parce que les Templiers sont réfugiés en Espagne, au Portugal. Au Portugal, la plupart des Templiers sont partis au Portugal. Et une partie en Écosse, c'est quand même assez prouvé. Et il y a le port de La Rochelle dont tu parlais qui a eu vraiment un rôle important, et on a même des carnets de bord, des choses, des documents du port qui restent, avec des bateaux qui ont disparu, des choses. Donc il y a ça c'est sourcé. Donc les Templiers, il n'y a que en France qu'il y a eu vraiment une inquisition contre les Templiers. Il n'y a que Philippe le Bel qui a voulu leur faire ailleurs. En Espagne, c'est l'ordre de Calatrava. Ouais. Et après, en Espagne, ils ont été protégés, ils ont changé de nom. Et au Portugal, ils ont fait style, on change juste de nom, le nouveau chevalier du Christ ou une connerie comme ça. Mais ils ont un rôle clair. Christophe Colomb, quand il est parti sur ses voiles, c'était la croix templière. Oui, mais on les retrouve avec Jeanne d'Arc ou avec Cromwell ou avec les francs-maçons. Et pour moi, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est déjà les résidus d'un ordre du Temple qui n'existe plus déjà depuis plusieurs siècles. Et l'histoire de Christophe Colomb, pour moi, elle est plus en rapport avec les Maranes. Non, mais elle en rapport avec les Khazars et les Maranes, la noblesse khazare qui est arrivée au Portugal et qui a formé les Maranes, qui sont arrivés comme juifs de religion. Mais c'est des Khazars, c'est les familles Khazars qui ont infiltré la noblesse portugaise. À peu près, même un peu avant, en fait. Les Templiers sont arrivés un peu après. Donc mais si on rentre là-dedans, c'est beaucoup trop complexe. Non, mais après voilà. Mais par contre, au niveau fantastique, autre chose, je voulais rajouter un petit truc, c'est qu'il y a des traces quand même dans les cultures amérindiennes, au Brésil, au Mexique, partout, de blancs barbus qui sont arrivés à une époque pas si lointaine. Donc, et ça corrobore niveau. Ça pourrait être une piste qui pourrait corroborer le fait
que l'Amérique a été découverte par par des Templiers ou affiliés à ce mouvement-là à cette époque. Parce que les Templiers, il faut savoir que pendant leur âge d'or, donc oui, 12e siècle à peu près, c'était une des plus grandes flottes d'Europe. Il n'y avait pas de grande flotte nationale. Il n'y avait pas la flotte anglaise. C'était une des plus grandes flottes d'Europe. Donc, ils ne sont pas gênés pour partir. Ouais. Il y a un truc à creuser, on le saura sûrement, mais, ouais. Mais en tout cas, il y a universitairement et scientifiquement, même dans la matière, les traces sont là quand même. Mais moi, en fait, je suis Moi, je vous d'accord. renvoie à ça. Moi, Moi, je suis d'accord avec cette thèse, mais le problème, c'est que, enfin, si on en reste aux datations officielles, on va dire, Christophe Colomb, c'est la fin du XVe siècle, et ça fait déjà 200 ans que l'ordre du Temple a été aboli. Et pour moi, comme toute cette époque d'ailleurs, c'est que des résidus déjà morts du beau Moyen Âge qui n'existe plus en fait, et que tu vas retrouver à plein de niveaux différents en fait. Oui, et dans les résidus, tu as 90% de déchets, de merde, et parfois tu as quelques pépites dedans qui. Oui, moi je parlerais plus d'une coque extérieure qui ne change pas. Bah, c'est un peu comme des parasites qui revivifient un corps mort en fait, tu vois. Ouais, bah ouais, comme ceux qui piquent. Et là, je pense qu'on est trop loin du sujet des Templiers parce que la découverte de l'Amérique, je vois des commentaires qui disent qu'elle a été peut-être découverte avant, mais là on se base sur les datations de Fernand Nathan, quoi. Et 1492, c'est presque 200 ans après la fin officielle de l'ordre du Temple. Et donc ça, moi, je pense que c'est déjà des déviations, tu vois, et qu'on peut plus parler de véritables Templiers. Ouais. Bon, on va recadrer le truc. Moi, ce que je voudrais qu'on ouvre comme sujet là, c'est le côté fantasmagorique, notamment qui a été bien mis en place par les sociétés secrètes, en tout cas certaines, etc., etc. Du coup, le fait que ça falsifie un petit peu ce qu'a pu être historiquement, en tout cas, comme on sait aujourd'hui, les Templiers, etc. À quel moment, alors, qui commence qui veut, Pierre-Yves, Neymar, je sais pas, hein, mais à quel moment commence ce qu'on peut considérer comme étant une falsification du dossier Templier? Ben moi, je pense que c'est à l'époque de l'enquête de Philippe le Bel, où on a, je pense, exagéré. Il y avait sûrement toute institution humaine dégénère, donc à la fin du XIIIe siècle, les Templiers, je pense qu'ils étaient plus aussi purs que ceux du XIIe, tu vois. Mais par contre, le fait d'accusations de sorcellerie et tout ça, c'est qu'on a toujours besoin ce qu'on appelle un Cassius belli, quoi. Enfin, tu vois, où quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, quoi. Donc, du coup, les histoires de Baphomet, d'homosexualité chez les Templiers et tout ça, je dis pas que c'est peut-être pas arrivé, mais je pense pas que ça gangrénait totalement l'ordre. Surtout si on regarde quelqu'un comme Jacques de Molay, le dernier maître de l'ordre du Temple, il me paraît plutôt sympa, et enfin je sais pas, où ses écrits, on dirait pas un gros sataniste de fou en fait, tu vois. Reste quand même des gars ultra tranquilles, quoi, en gros, quoi. Et que par contre, quand on se penche sur Philippe le Bel et ses légistes, les gens qui étaient autour de lui, eux aussi n'étaient pas clairs du tout. Donc tu vois, c'est toujours pareil, il y a des luttes de pouvoir dans l'histoire. Et je pense que la légende noire des Templiers est née de leur procès au début du XIVe siècle. Quoi. Ouais. Neymar, qu'est-ce que tu en penses, toi? Après, la légende des Templiers, oui, c'est Philippe le Bel complètement qui l'a instrumentalisé, qui l'a créé. Tous les aveux ont été extorqués sous la torture. Beaucoup de choses diffèrent. Avec des changements d'avis. Des changements d'avis, ça diffère d'une région à l'autre. C'est bien documenté. Hein. On a les rapports de torture et d'aveux d'une région à l'autre, et on voit le Baphomet, il est décrit sous 15 formes différentes, 15 animaux. Enfin, il n'y a rien qui tient debout. Il y a quelques trucs qui se recoupent, mais c'est des trucs. Enfin, c'est des trucs qu'on leur a dit. Et sous la torture, de toute façon, on le sait, on avoue tout et n'importe quoi.
Après, il faut comprendre pourquoi les Templiers ont chuté. Ils avaient fait leur temps, comme tout à un apex et après décroît, et ils ont perdu Jérusalem. Ils ont Oui. perdu Saint-Jean d'Acre. Ils revenaient avec leur réseau, mais qui ne servait plus à leur but premier. C'est un peu comme si l'esprit les avait quittés. Donc, Oui, avec ça toutes c'est les normal. réformes. Et Toute c'est normal, c'est institution un cycle. humaine dégénère, et notamment les Et, Templiers. Ouais. et après, du coup, ils ont été à la merci des. Il faut voir Philippe le Bel et tout ce qu'il y a autour, comme notre contre-élite qu'on a actuellement. C'est comme des insectes, voilà, nécrophages, qui viennent attaquer un corps qui est en train de mourir. Ouais. Mais c'est donc le mythe, il faut arrêter. Et après, juste que oui, il y a la franc-maçonnerie, des pseudo-loges de machin, des pseudo-initiés de mon cul qui sont déguisés avec les restes du cadavre, les formes en putréfaction de ces trucs-là, et qui ont essayé de revivifier ça ou mettre ça en Oui, héritage. Mais on il y a ranime pas aussi un cadavre. une chose, c'est l'incompréhension par les exotéristes du vrai ésotérisme. Parce que par exemple, dans les procès des Templiers, on voit l'accusation qu'ils piétinaient la croix. Mais est-ce que, alors ça j'en sais rien, hein, c'est une interprétation personnelle, mais est-ce que à partir d'un certain grade initiatique, en fait, piétiner la croix, ça veut dire piétiner le quaternaire des éléments, piétiner l'instrument de torture du Christ pour ressusciter à ce monde et devenir une quintessence, tu vois, passer du quaternaire au 5, quoi, tu vois. Et est-ce qu'il n'y avait pas ça, par exemple, dans les rites templiers? Ça, on n'en sait rien, parce qu'on n'aura jamais de preuves, hein, les rites initiatiques, ils restent secrets. Mais est-ce qu'aussi, il n'y avait pas une incompréhension des exotéristes et exclusifs face à un rite initiatique traditionnel? Mais comme toujours. Et de toute façon, dans toute réalisation où il y a un moment où on doit détruire toutes les formes. Voilà. Toutes les formes sont détruites. Donc symboliquement, oui, ça a un sens et ça rejoint. C'est la croix des 4 éléments aussi, des 4 directions, de la matière, de la manifestation. Donc, oui, ésotériquement, ça a un sens. Mais on en revient toujours au problème. Voilà, les gens qui sont pas capables, qui n'ont pas les clés pour comprendre ça, de toute façon, ne verront qu'un reflet qu'ils interpréteront. Et voilà, c'est là qu'on voit la dégénérescence des formes. En fait, voilà, et puis ça sera toujours interprété dans le sens sorcellerie, chapeau pointu. Voilà, c'est ça. Et juste un truc, Guillaume, il y avait une question que je trouvais super intéressante, mais qui est un peu loin peut-être maintenant, sur le rapport entre les Templiers et le Graal. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, et ça pourrait être intéressant d'évoquer ce sujet. J'aurais 2-3 trucs. Là. Est-ce que les Templiers gardaient le Graal? Alors, vas-y Pierre-Yves. Eh ben, je pense que factuellement, non, parce que le Graal n'existe pas physiquement, mais symboliquement, et qui pour moi a beaucoup plus d'importance, bien sûr qu'il le gardait, parce que pour moi, le Graal, c'est le symbole du cœur pur, du chevalier au cœur pur. Donc, par définition, le Templier gardait le Graal, mais en lui-même. Par contre, toutes les histoires que la coupe qui a servi lors de la scène, enfin, les Templiers la gardaient, ou que cette coupe, c'était une coupe en or physique, ça c'est du bullshit pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les légendes du Graal sont issues de milieux cisterciens. Tu vois, Chrétien de Troyes était un cistercien. Ça vient plus ou moins de la même région que Hugues de Pin, qui était en Champagne. Et ça arrive à la même époque. C'est-à-dire que les romans du Graal, c'est de 1150 à 1200, comme l'âge d'or des Templiers. Donc, en fait, derrière les histoires de Templiers, les histoires de Graal, en fait, on retrouve l'influence cistercienne. Et le Graal et toute cette idéologie, en fait, c'est pour donner un habillage chrétien aux anciennes légendes celtiques
ou aux gros barons du Nord qui étaient encore des gros barbares wisigoths qui, quand ils prenaient une place forte, tuaient tous les hommes, violaient toutes les femmes. Et donc, du coup, les clercs, l'autorité spirituelle qui était en haut de la pyramide sociale, eh ben, leur ont donné, on va dire, un art de vivre et ont christianisé les mœurs et l'imaginaire de la deuxième caste, des guerriers, donc notamment par la création de l'ordre du Temple, mais aussi par la littérature de cour véhiculée par les troubadours. Et derrière tout ça, on retrouve l'influence cistercienne, quoi. Mais Ouais, le je suis assez Graal, d'accord avec ça aussi. Ouais. voilà, le Graal, c'est le cœur pur, le chevalier au cœur pur. Ouais. Bah, ça va me permettre de mettre les pieds dans le plat Allez, vas-y. et d'aller un peu dans le dur. Faut comprendre, garder toujours en tête la tripartition. Esprit, âme, corps. Les trois castes, sacerdotales, les brahmanes, les kshatriyas, les chevaliers, et la caste productive, commerçante, et tout le reste, le ventre, le centre du ventre. En fait, il faut comprendre, le Graal, c'est le cœur qui accueille l'esprit. Et c'est vraiment un truc de guerrier, de la caste guerrière, de Kshatriya. Et pour comprendre ça, il faut comprendre qu'au départ, symboliquement, si on prend les régions abrahamiques, pour avoir une cohérence dans un système, il y a la caste sacerdotale qui était symbolisée par le judaïsme, la religion juive, donc avec des rites, un temple, qui était valable à l'ère du bélier, qui a dégénéré, qui n'a plus tenu son rôle. Après, le christianisme arrive. Avant que Jésus arrive, il y a quelqu'un qui arrive, c'est Jean-Baptiste, qui est symbolisé décapité. On décapite l'ancienne tradition, le sacerdoce n'est plus à la hauteur. Les Kshatriyas doivent reprendre et faire une fusion des deux, ce qui donne le christianisme qui arrive, mais après le christianisme va dégénérer, il reprend la place, on sort le savoir du temple et c'est les Kshatriyas dans l'action, les guerriers dans l'action qui vont diffuser ça. Le christianisme, c'est typiquement du cœur, donc relié au Kshatriya, le lion, les signes d'été, cancer, lion, vierge, en astrologie. Et après vient ce qui arrive après. On est toujours dans une dégénérescence. Et après, il y a quelque chose qui vient rappeler autre chose pour la caste commerçante, marchande, qui arrive, qui est l'islam, qui vient pour contrer parce que tout va se mélanger. Donc il faut avoir un truc encore plus large de la caste encore en dessous. Et si on ne comprend pas ces trois trucs, on ne peut pas comprendre. Et le christianisme au centre un peu, c'est la caste vraiment guerrière qui essaye qui prend les attributs de la caste sacerdotale qui a fait son temps et qui a dégénéré, qui essaye mais qui elle-même va dégénérer aussi par ses propres, par son propre état, sa propre nature, sa propre forme. Et si on comprend ça, cette avalanche un peu, on comprend les Templiers qui sont au milieu et qui sont vraiment une synthèse avec Bernard de Clairvaux, qui pour moi c'est comme un pape. Intellectuellement, il représente la chrétienté, ce qu'il y a eu. Il est à la même époque que les cathédrales, ce qui est le plus beau de l'alliance de la culture celte ancienne païenne, indo-européenne, et du christianisme, qui a essayé de revivifier ça avec la caste guerrière. Et le christianisme, c'est vraiment les initiations chrétiennes de chevalerie. Tout est dit dedans, c'est de chevalerie. Les plus belles initiations chrétiennes et véritables, c'est en chevalerie qu'elles ont été appliquées. Si on comprend ce truc et si on a toujours cette lecture avec les trois castes de dégénérescence et toujours cette tripartition esprit, âme, corps, on comprend. Voilà, c'est des clés. Et très intéressant ce que tu dis, et cette dégénérescence en trois phases, de l'esprit, ensuite dans le psychique
et enfin dans la matière. Ça rejoint le principe de solidification du monde, le principe de régression des castes, voire même d'une vie humaine. Hein, franchement, au début, un enfant, on va dire qu'il est que dans l'esprit. Après, il y a son psychisme, il tombe dans le psychisme, il se construit son ego. Puis à 23 ans, il est au summum corporel et après il y a solidification des os et puis on vieillit quoi en fait en gros. Et c'est même plus en gros, ce processus que tu décris en fait peut être appliqué, tu vois, dans le microcosme comme dans le macrocosme. Quoi. Ah oui, complètement. C'est la nature quoi. Et voilà. C'est plus fin que ça parce que enfant, oui, tu perçois par l'esprit, après tu perçois par le psychisme. Et à la fin, en fait, c'est ton corps qui te fait mal et qui part. Et là, tu le sens. C'est là que tu le sens, la vieillesse où tu es dans le corps. C'est là que ça se réveille. Bien sûr. Alors, bien les gars. On y arrive doucement. Ça commence. Ouais. Moi, un petit moi, les cheveux blonds, ça fait Mais tiens, question là. Je change un peu de sujet, mais on reste dans le ton. Pensez-vous que l'ordre du Temple s'occupait des affaires hautement secrètes encore aujourd'hui, genre aller chercher l'Arche d'Alliance, des artefacts un peu Il n'y a plus d'ordre du Temple aujourd'hui, comme ça la question est close. Non, mais pas par rapport à aujourd'hui. Ah oui, mais l'ordre du Temple s'occupait... Non, aujourd'hui, tous ceux qui se réclament l'ordre du Temple sont... Déjà, il faut voir les mecs, c'est des gras du bide, donc je vois pas comment ils vont faire de l'escrime avec un bide pareil. Temple, en fait, il faut comprendre un truc. Je crois que les gens, en fait, il faut revenir à l'hermétisme, mais je vais essayer d'expliquer ça simplement. Quand quelque chose s'est terminé dans la matière, dans l'histoire, dans la matière, ce qu'on peut observer, cette chose est morte déjà depuis longtemps, spirituellement, psychiquement. C'est juste l'effet, on voit le contre-coup dans la matière, les effets. Mais c'est que c'est déjà mort. Donc quand Jacques de Molay est mort, brûlé, et quand l'ordre du Temple a été dissous, il était déjà mort psychiquement, spirituellement. C'est vrai. Voilà. Si les gens peuvent comprendre ça, ils comprennent plein de trucs. Voilà. Et après cette mort, il y a les feux follets et la décomposition du cadavre et tous les pseudo-ordres initiatiques, comme par exemple la franc-maçonnerie ou aussi les histoires de Christophe Colomb et tout ça. Pour moi, c'est des résidus du cadavre des Templiers, mais qui n'est plus vivifié par l'esprit, justement, parce que l'esprit s'est retiré. C'est une lettre morte. Ouais. Et avec la sorcellerie, c'est ça, c'est aller jouer avec les résidus et les réanimer. Comme on peut faire avec plein de traditions. Il y en a, ils s'amusent à essayer de réanimer des traditions. Tu fais du bouche à bouche à un cadavre pendant des centaines d'années. Ce que fait le Talmud. C'est de la nécromancie. Mais voilà, il faut comprendre, c'est toujours, je rappelle souvent ça, c'est comprendre ce qui est vivant, observer ce qui est vivant et ce qui est mort. La mémoire de la vie. Tout ce qui est mémoriel, c'est mort. Ça part en dissolution. Eros et Thanatos. Si vous arrivez à différencier ça, c'est la clé de tout. Alors, du coup, bon, là, on a fait un petit détour hermétique. On revient à la question. Est-ce que les Templiers s'occupaient d'affaires secrètes un peu, là, comme aller chercher des trucs style Arche d'Alliance, des trucs un peu comme ça? Le délire de chercher une coupe dans le sang qui a recueilli le sang de Jésus, franchement, imaginez, vous avez lu la Bible, la parole de Jésus, imaginez ce que Jésus penserait de quelqu'un qui a cette démarche-là. Je pense que je lui prendrais un coup de fouet au travers de la tronche. Je prendrais un coup de pied sauté. Voilà, donc chercher les artefacts. Les artefacts, c'est des effets, c'est quelque chose de mort, déjà. Voilà. Et c'est comme le Graal, ça peut être vrai que d'un point de vue symbolique. C'est l'Arche d'Alliance, on va dire, c'est le point commun entre les trois traditions abrahamiques. Le Graal, c'est le cœur. Gardien du temple, le temple, ça a toujours été également un symbole du cœur. Donc en fait, il faut prendre toutes ces histoires-là d'un point de vue symbolique et ontologique, intérieur, ésotérique, et qu'aujourd'hui, vu que les êtres
sont très grossiers et très matérialistes, ils prennent ça pour des objets physiques d'une valeur inestimable en argent sonnant et trébuchant, alors que ça ne veut pas dire ça du tout à la base, quoi. Pour l'Arche d'Alliance, je suis pas certain. J'ai rien pour appuyer ce que je raconte, hein, c'est une interprétation perso en tout cas. Pour l'Arche d'Alliance, il est fort possible que ça ait été un outil pratico-pratique fabriqué d'une certaine façon qui permettait de générer une fréquence qui pourrait faire sens ésotériquement. Alors, l'histoire, c'est pas une source officielle qui m'a passé ce truc-là. Ça serait les Hébreux qui auraient piqué ça aux Égyptiens. Probablement, peut-être. Non, mais alors, moi, c'est pas une source officielle, ce que je vais vous dire. J'ai entendu ça dans mon expérience perso, d'une personne qui m'avait confié cette anecdote. Pour le vérifier, il faudrait que je la fabrique, l'Arche d'Alliance, entre guillemets, tu vois. Bon, voilà. Alors, ça aurait été de l'or alchimique, donc un caisson en or alchimique, caisson de résonance, qui, utilisé d'une certaine façon, en chantant ou en soufflant dedans, je ne me souviens plus comment il expliquait, générait une fréquence particulière et qui pouvait mettre les prêtres en question en contact avec le divin, en gros. Alors, c'est pas déconnant d'un point de vue purement physique, hein. Ça peut s'expliquer. Est-ce que par contre c'était vraiment ça? Est-ce que ça a existé réellement de cette manière? J'en sais rien, j'ai pas de preuves, j'en sais rien. Mais par contre, physiquement, ça peut faire sens. Voilà. Ouais, mais tout ce qui est physique est la manifestation d'un principe, de quelque chose qui est au-dessus. Donc, quand je dis physique, je dis un objet technologique, si tu préfères, qui pouvait produire un effet particulier. Et ça peut s'expliquer, effectivement. Oui, ça pourrait. Donc pourquoi pas? On me dit que mon son est un peu plus fort, apparemment, que vous deux. Pierre-Yves, il est toujours plus fort. Pierre-Yves, c'est un Marvel. Tu sais, si je disais, c'est Marvel. Tu vois, je sais pas, il y a un délire, c'est. Non, pas bon. C'est le micro de mon ordi. Et moi, j'ai aussi une théorie sur l'Arche d'Alliance physique, mais que je connais par les histoires de Rennes-le-Château. Ouais. C'est que la dernière trace qu'on a de l'Arche d'Alliance, c'est qu'elle aurait été piquée par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Ouais, ils ont détruit l'ordre du Temple et que l'Arche d'Alliance a été récupérée par les Visigoths quand ils ont pillé Rome. Et donc ça, c'est suivant les légendes de Rennes-le-Château, elle serait entre Toulouse et Tolède dans ce coin-là, quoi. Mais après, tout ça, c'est très nébuleux. Non, mais c'est un peu des trucs à la Indiana Jones, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai bien écouté Bruno Dumézil qui parlait, qui connaît bien les Visigoths. Et les Visigoths, ils avaient quand même pour habitude de refondre tout ce qu'ils chopaient. Donc, le trésor de Rome, ils l'ont refondu et ils ont fait leur truc. Ouais, je pense aussi. Visigothique, vraiment des couronnes, des machins, des trucs qui ont été perdus, récupérés par les musulmans après. Je pense. Et après, en fait, symboliquement, cette arche d'alliance physique, elle symbolise bien aussi la fin d'une ère, de l'ère du bélier, avec la fin du temple. Et les gens se raccrochent à un truc physique. Alors que non, il faut se raccrocher au principe. Et c'est ce que le Christ est venu à amener ce message-là. Après que, non, vous pouvez pas. Et en fait, il y en a qui, c'est symboliquement, c'est assez puissant et ça dénote vraiment se raccrocher à un truc physique, une arche, un truc. Oui, mais non, c'est pas là que ça se situe. Mais ça illustre bien le passage d'une ère à une autre. Je commence à rentrer dans les questions, les gars, parce que sinon voilà. Alors là, je comprends pas trop le sens de la question, mais je la trouve rigolote, donc je la pose quand même. C'est très masculin tout cela, mais n'oublions pas que le culte marial fut très très fort présent, n'est-ce pas? Moi, je la comprends la question. Ouais, vas-y, tiens, envoie. Je comprends la question parce que c'est Saint Bernard qui a imposé le culte marial et le titre de Notre-Dame en Occident, quoi. Ouais, mais par contre, quand elle dit, je ne sais pas si c'est une femme, mais je suppose c'est très masculin tout cela. Désolé pour elle, mais c'est les hommes entre guillemets qui font l'histoire pour protéger le ventre des femmes, qui est le socle
intemporel des Un sociétés. Mohamed, Donc, là, en gros, moi, je connais pas de société où tu as des femmes qui font la guerre, par exemple. Tout simplement non, déjà parce Pierre-Yves, ça va que pas. Non, ben, Pierre-Yves, il faut que je t'emmène. je sais que Non, non, je mais sais que ça va pas, mais il suffit de lire un livre il faut que je d'histoire. t'emmène. Je Non, connais aucune société féminine. C'est pas elle qui portait les pierres pour faire les pyramides ou pour faire les cathédrales. C'est pas non, elle qui faisait la guerre. Donc tout ça, c'est forcément très masculin et c'est pas non, grave du tout. Tout ça, il c'est faut que des tu embrouilles fasses. actuelles, Non, ça. il faut que tu fasses. Ça va pas du tout, Pierre-Yves. Tu dois faire un stage chez Marlène. Ça va pas. Je suis désolé. Je suis désolé, non, je peux pas te. moi, je vais essayer de mettre tout le monde d'accord là-dessus. Euh, Bon alors, courage. les hommes font l'histoire, mais qui leur permet de la faire et qui crée l'histoire, c'est les femmes. Les femmes créent l'histoire, les hommes la font. Voilà. Et les femmes donnent la matrice qui permet aux hommes d'exprimer et de faire l'histoire. Mais voilà, bon, après, on va pas Non, réexpliquer mais c'est en ça que je 2 voulais heures dire. le concept, Ouais, ouais. mais en fait, le concept de masculin, féminin, Non, mais c'est il des trucs à la con, ça, moderne, mais oui, ça. oui, On s'en Voilà, fout. voilà, voilà. complètement, oui. C'est juste, c'est toujours Non, problématique. mais on En s'en fout. gros, juste un truc pour résumer, et c'est vrai Ouais. que c'est pas très bien pensant par rapport à la pensée unique d'aujourd'hui, et c'est que, en gros, dans toutes les sociétés humaines, tu as des hommes qui sont des combattants et des constructeurs, on va dire Ouais. de la chair à canon, pour protéger à l'arrière le ventre des femmes qui sont Ah le oui, socle Créatrice. intergénérationnel. Enfin, tu vois, là, évidemment. voilà, c'est tout. C'est les rôles dans la nature qui sont tous importants et voilà, point. En fait, Voilà, voilà. pas besoin de discuter de ça. Alors, autre question, Julien. Est-ce que les passages dans la Divine Comédie qui sont inspirés, voire recopiés d'Ibn Arabi, ne sont pas des traces des échanges entre initiés musulmans et templiers? Moi, je Oui, pense pas. Oui, Ah, tu penses, complètement. toi? Oui. oui, Non, oui, mais moi Ah, je pas, pense tiens, que, bah, ah, non, ça mais je pense m'intéresse, que ça, les oui, gars. parce au moins que, des échanges par écrit. ouais, Voilà, du et épistolaire. puis, que ce soit Ibn Arabi ou Dante, ont été affiliés à des sociétés initiatiques issues des Templiers, en fait. Donc, c'est carrément Tout en possible relation, ouais. qu'il y ait Ok, eu des... Et c'est là où je parle intéressant ça. d'échanges entre initiés et qui sont très difficilement perceptibles parce que tu n'auras pas de source écrite avec des chroniqueurs, tu vois, ça reste oral. Mais effectivement, même s'il y a beaucoup de fantasmes par rapport à ça, je pense qu'il y a eu des échanges entre confréries initiatiques templières Ah, ça, et je des le pense sociétés aussi, ouais, j'en suis et sûr. Mais des, c'est J'en des suis sûr et certain. soufis médiévaux, ça, parce qu'on retrouve effectivement beaucoup d'analogies dans certaines œuvres. Même là, tout à l'heure, je parlais des contes du Graal. Tu sais, on retrouve des Ouais, Templiers chez Wolfram, tu sais, les Templates, les gardiens ouais, de. ouais, ouais, ouais. Ou même souvent Perceval ou Galahad, ils sont présentés avec en habit de Templiers. Et on va retrouver plus ou moins les mêmes légendes. Plus ou moins les mêmes légendes du Graal ou les mêmes chansons de gestes Ouais. dans le monde musulman. Donc, qu'il y ait eu Mais tu sais, des c'est. interpénétrations, ça c'est pas du tout impossible. Quoi. Ah bah non, mais pour continuer dans ton propos, moi quand j'étudiais la musique, là, c'était mon premier boulot au départ, musicien, et je me suis penché sur la musique médiévale. Et il y a énormément de morceaux qui sont complètement orientaux, si tu veux, qui ont été médiévalisés, tu vois, à la sauce occidentale, mais qui ouais, sont ils en ont fait rentré des dans les échanges gammes entre eux. occidentales. Ah, mais complètement, complètement. Ils ont Il oublié faudrait que les je vous retrouve. quintes et le reste, mais Il y a plein de trucs. Et bon, de toute façon, en filigrane, peut-être derrière les rideaux de ce qui se passait politiquement, il y a eu des tas d'échanges qu'on nourrit les deux camps, entre guillemets. mais la Non, Renaissance, ça a été le mouvement de la Renaissance, c'est que des initiés de loges comme ça qui ont dégénéré dans un truc luciférien. ouais, Mais tout le mouvement de Renaissance en Italie, c'est un mix de tous, voilà, des mélanges avec le monde islamique, le monde chrétien, les résidus de Rome et les Khazars qui sont arrivés aussi par là. Mais c'est né de là. Et donc il y avait des liens parce que il y a des trucs qui se recoupent, les gens écrivent les mêmes choses au même moment ou avec des intervalles. Enfin, les gens se connaissent. Le monde est tout petit, hein. L'Europe, il n'y avait pas Internet.
mais des relations épistolaires, Ouais. il y en a des quantités au Moyen-Âge, mais à 2-4 000 kilomètres l'un de l'autre, régulièrement, et les gens écrivaient tous les jours. Ouais, et sinon, Enfin, pas tous les gens, mais ce que tu dis, je suis d'accord, mais tout simplement, si on retrouve des analogies entre Dante et Ibn Arabi, on va retrouver aussi des analogies entre Dante, Ibn Arabi et les chamans sibériens, qui font une descente par 7 cercles des enfers et qui font la remontée par 7 cercles depuis le poteau central de la yourte. Donc, est-ce que les chamans sibériens, ils étaient templiers? Tu vois, tout ça, c'est une fausse question. oui, La Bah non, mais ça réponse, après, elle se trouve voilà. dans l'ésotérisme et la tradition, Oui. qui est Bah oui, mais ça universelle. c'est oui, ça c'est la tradition primordiale après point en fait. Voilà, voilà. donc on retombe toujours sur les mêmes structures. Le Ah 7, le la 9, nature le a fait 12, pas 15 000 trucs. Enfin toi. le 4, le 5. On en revient Ah oui, il y a chez une Agenor ou connaissance ailleurs. ultime distribuée partout sur la planète. Les peuples la mettent en forme selon leurs modalités culturelles, machin bidule, etc. Mais si on revient à ça, effectivement, bon après Et le plus débat c'est il est clos quelque dégénéré, part. plus ça a une forme différente. Alors après voilà. Plus tu Mais remontes, tiens, plus c'est... remarque notre camarade l'Arche du Lotus d'Or. Bon, salut à Adam. Ouais, je pense douteux qu'Ibn Arabi soit passé par les Templiers. C'était une sommité du soufisme non confrérique. S'il y a eu une influence, c'est plutôt dans le sens des Ismaéliens vers les Templiers. Alors, peut-être, les gars, je Ibn propose à Arabi. Adam de monter ou pas? Ouais, carrément. Par contre, il me fait dire pas du tout ce que j'ai dit. Hein. J'ai jamais parlé de ça. Ouais. Hein. Moi non plus, mais Ben, c'est pour ça, peut-être qu'il veut monter pour. Enfin, ouais, si c'est OK pour J'ai vous, les jamais gars. dit qu'Ibn Arabi il était passé par les Templiers. J'ai dit qu'il a été en contact que Dante, avec qui est Dante, affilié à des organisations templières. En gros, oui. tu sais, 70 ans après Dante. Donc, par définition, Ah, il peut pas, d'accord. c'est pas Ibn Arabi qui était templier, quoi. Et puis de toute façon, Dante, c'est après les Templiers. Enfin, c'est au moment de la chute du temple. Donc de toute manière, c'est déjà très secret, quoi. C'est juste des enseignements ésotériques qui se Oui, diffusent et qui se à diffusait un peu travers partout. des initiations, quoi. Pourquoi les Romains appelaient la Méditerranée Mare Nostrum? Pour eux, c'était une mare. C'était tout petit. Tout le monde se connaissait. Il y avait un échange culturel, d'idées. Partout, ça circulait. Hein. Faut pas croire qu'ils étaient. On nous a tellement rabâché que le Moyen Âge, les gens étaient des cutéreux, hein, ineptes, Pas ouf, qui ouais. connaissaient rien à rien. Ouais. Il y a un moment, non, les idées circulaient et les savants étaient en connexion. Et donc, c'est pas étonnant que oui, tout soit partagé. Et au passage, Ibn Arabi, je conseille à tout le monde hein, pour comprendre l'islam, l'ésotérisme islamique. Alors, Abdallah qui Et retente le coup. c'est juste magique. Selon le principe premier de la représentativité de l'homme. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire Déjà, ça? ouais, Défini à l'intérieur de la géométrie sacrée, c'est quoi le référentiel? Peut-on affirmer que le volume est indissociable de sa représentation? Je comprends pas. ça veut rien dire, c'est du sophisme. Pour moi, Ouais, c'est peut-être forme et matière mais ouais, justement, mais c'est en fait, la forme, elle est avant la matière et dans notre monde, forme et matière ou la carte et le territoire, et ben ouais, peuvent se confondre. Mais Ouais, le problème, c'est les la définitions. carte, c'est une invention du troisième monde et le territoire, c'est un donné qui est indépendant de l'homme. Et l'homme, il va essayer de marquer son territoire, peut-être par des Ouais. symboles. Je sais pas, c'est peut-être ce genre de truc qui Je sais pas, veut. on n'a pas les références, on ne sait pas d'où il parle, je sais pas. Je peux pas ouais, répondre. Désolé Abdallah, mais là je peux pas. Alors attendez, je cherche d'autres questions. Alors, euh, je descends un peu. Ah voilà. Hop là. Templiers et Amérique. Ok. Que pensez-vous de l'île de Oak Island et de la pierre enracinée dans les racines d'un arbre avec des runes, hypothèse lien oui, viking-templier? c'est où? C'est au nord-est des États-Unis. Alors moi, le lien Je sais- viking-templier, je sais pas. Historiquement, de toute façon, je suis pas historien et j'ai pas tous les Alors, en tout données cas, pour les réfléchir. Je sais pas. Vikings, ça on est sûr, ils ont découvert Ouais, il était. Terre-Neuve, ils sont au nord du Ouais, ouais. Canada. Oui, Ils sont oui. peut-être allés plus loin, ils sont sûrement allés jusqu'au Saint-Laurent, même un peu en dessous, peut-être à l'Hudson, mais on n'est pas sûr, il n'y a pas de traces.
si peu nombreux que. Par contre, cette pierre, oui, j'en ai entendu parler parce que c'est beaucoup plus dans les intérieurs des terres. C'est au sud des Grands Lacs, il me semble. Et les Et ça liens a été entre trouvé. Vikings et Templiers, on pourrait peut-être les retrouver Moi, j'en chez vois les pas, mais Normands, tu sais, installés en Sicile. Tu oui, sais, Ah peut-être, oui, possible, mais ouais. c'est postérieur en fait. mais c'est beaucoup. Ouais, c'est pas la même époque. C'est postérieur à l'époque viking qui a Ericsson qui a découvert, qui est allé en Amérique du Nord. C'est vraiment postérieur, donc c'est plus des vikings déjà. Ils font plus des raids, ils sont déjà christianisés. Donc ça a plus grand chose à voir. Et pour de vrai, moi j'ai Enfin, entendu un toutes lien les thèses par viking. rapport à ça. Ouais. Moi j'ai entendu que les Romains avaient déjà découvert l'Amérique. J'ai déjà entendu que les Les musulmans avaient Égyptiens, découvert moi, j'ai l'Amérique. entendu. Il y a les Vikings, il y aurait les Templiers. Enfin, au bout d'un moment, Tout le monde est là-bas, déjà. voilà. Open bar, yes, déjà. Alors, les Égyptiens, il y a une théorie, on sait que non, leur bateau permettait pas. De toute façon, ça n'a jamais été des grands navigateurs, à part sur le Nil. Les Grecs, non, il M'étonnerait. n'y a pas de traces, il n'y a même pas d'écrit, ils en auraient parlé. Et je pense que les premiers, c'est vraiment, ouais, moi je miserais sur les Vikings en premier. De toute façon, c'est les premières traces. Je pense que c'est assez juste. C'est les premiers à avoir fait des bateaux qui pouvaient naviguer en mer, naviguer dans les fleuves, remonter les fleuves, et qui avaient cette technologie en niveau naval. Moi, j'ai fait un peu de voile, je connais un peu les bateaux, et ça me semble assez cohérent. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Ouais, tu sais, moi, le problème avec ces trucs-là, c'est que, bon, euh, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, entre guillemets. Bon, pour Parce les qu'après, Vikings, on sinon, a on quand revient à même. l'Atlantide et à. Bah ouais, Et après, les tu trucs tires qu'on la connaît ficelle pas. jusque On a juste l'antédiluvien Platon et qui nous a compagnie, dit quoi. deux trucs. Donc, voilà. Ça finit en pyramide volante, quoi, tout ça. Quoi. Grave, c'est trop ça. Et on finit Attends. sur Planète Uni. Tac. Alors, salut, ignorer l'annonce. Ok. Salut, si chaque chose manifestée dans la matière a une réalité supérieure métaphysique, qu'en est-il pour les choses créées par les humains? Ont-ils leur équivalent dans l'autre sens? Bah, les humains, ils créent avec leur cerveau, avec leur esprit Non, en non, mais partie. c'est pensé à l'envers, ce truc-là. Ouais, Les humains, déjà, ce qu'ils oui. créent, c'est inspiré par quelque chose de supérieur et de métaphysique. Ça s'appelle la pensée. Voilà. Donc, Ouais. tu peux pas, c'est une question qui n'a pas de sens. Oui. Ben, c'est comme, c'est ça que je parlais tout à l'heure, peut-être pour Comme un la peu gravité. répondre à Abdallah de Bourgogne, entre la carte et le territoire. C'est-à-dire que le Ouais, territoire, c'est un donné qui ne nous appartient pas. Donc on pourrait dire c'est supérieur à nous, c'est la nature, quoi, on va dire. Et l'homme, il va essayer de s'intégrer dans la nature et va créer des cartes, essayer de cartographier son territoire, ou alors créer des objets pour son quotidien, pour l'utilité, pour la nécessité, qui sera inspiré de ce qu'il a autour de lui, en fait, et qu'il le dépasse. Tu vois, moi, je le vois aussi comme ça, quoi. ouais. Donc, dans ce que crée l'homme, il y a forcément une trace d'idées intemporelles, quoi. Mais Oui. quand c'est l'homme qui crée des choses, ces choses, elles ont un début et une fin. Alors que ces Ouais. idées, elles sont intemporelles, par contre, et elles ne nous appartiennent pas, quoi. Elles sont supra-humaines. Oui, il y a de ça, ouais, je vois pas, ouais. Oui, les idées, on Ah, les emprunte, en fait. Elles viennent pas de nous. Voilà. Le jour où les gens, tout le monde aura compris ça sur cette terre, putain, on ira mieux. Vos Ouais. pensées, c'est pas de mal à l'œil, les gars. vos idées ne vous appartiennent pas. En fait, vous les empruntez dans un Platon, le monde des idées de Platon. Voilà, vous les empruntez, c'est pas vous. Voilà, on se ressouvient de choses qui Voilà, existent intemporellement, quoi. voilà, exactement. Alors, cheval Si tranquille. vous comprenez ça, franchement, déjà, Ouais, non, mais là, on est. Laisse tomber, là. Bonsoir, les amis. Enfin, les gens peuvent comprendre, je veux dire, mais de là à ce qu'on arrive à restructurer un monde qui fonctionne selon ses modalités naturelles, etc., ah oui, etc. non, si tout le monde, ouais, là, déjà, on a Voilà. une bonne partie là actuellement de zombies, Ouais. donc Là, pour l'instant, c'est Zombieland. On n'écoute verra pas après. déjà les zombies, donc on a Ouais. quelques trolls parfois, mais Alors, cheval tranquille, qu'est-ce qu'il dit? Bonsoir, les amis. Bah, bonsoir à toi. Je prends le direct en cours. Avez-vous parlé de Philippe le Bel? Ouais. Sinon, que pensez-vous de son action décisive contre les Templiers sur l'histoire de France? Ah, bah ça, on peut en parler. Un oui, point de un, vue un là-dessus. agent de putréfaction, voilà. Oui, J'en ouais, parlais voilà, ouais. tout à l'heure.
C'est la révolte du pouvoir temporel contre le spirituel, quoi. Qui a Et déjà Pour moi, été admiré. pour c'est un des point intérêts clé, hein. financiers. Parce que tu vois, justement, moi, quand j'écoute des gens, donc j'ai rien contre lui, mais comme Pierre Hillard, je l'ai déjà entendu dire, les Templiers, c'était les francs-maçons de l'époque. Et Ouais, heureusement non. que Philippe le Bel est venu, il faudrait faire comme Philippe le Bel avec les francs-maçons. Mais déjà, il oublie que les Templiers, c'était des moines soldats, les francs-maçons, c'est des gros porcs en costard, donc déjà, ça n'a rien à voir, quoi. mais il y a beaucoup de catholiques qui se réfèrent encore à Philippe le Bel, qui sont Je dans le sais, piège ouais. nationaliste. C'est le piège nationaliste de Philippe le Bel. Voilà. Voilà. Et, et justement, Philippe le Bel, c'est le père de la nation, mais c'est le bourreau de la chrétienté supranationale. Mais en fait, pour moi, c'est là où démarre vraiment la chute de l'Occident. Tu Oui, vois, oui, complètement. c'est le feu vert. C'est le mec qui ouvre le bal et après, on va faire que chuter. Mais Voilà. tu sais, Et si tu justement, regardes l'histoire, alors en 1307, donc c'est les Templiers, en 1306, c'est les Béguines, dans le nord de la France, qui sont Ouais. brûlés en les procès Ouais. hérétiques. Ouais. Il y a eu les Templiers, il y a eu les Juifs, en 1306 aussi, les Juifs. et c'était pour récupérer leurs thunes et leurs Oui, possessions en plus, parce qu'il C'est était tout. endetté. C'était le Ouais, c'est premier tout une roi histoire qui de avait fric. rogné la monnaie. C'est le premier roi, tu vois, c'est très symbolique. C'est le premier roi qui avait rogné l'écu en or, quoi, la pièce Ouais. d'or. bah, à Rome, Donc, quand ils qui ont a fait fait de ça, ça a l'usure, commencé parce que l'usure, ça veut dire user la pièce d'or, en fait. Oui, C'est-à-dire que il y a écrit 1 franc sur la pièce d'or et tu l'uses, tu récupères l'or, mais il y a toujours écrit 1 franc, quoi. Puis à la fin, tu as des billets ou tu as un compte complètement numérique où l'argent ne vaut plus rien, quoi. Bah, c'est le premier à avoir rogné la monnaie. Et, après les Romains. du coup, C'est il ce que était les Romains ont endetté fait. à des intérêts privés. Et pour rembourser ses intérêts privés, bah, il a récupéré la thune là où elle était. Et donc, il l'a récupérée chez les Juifs, chez les Templiers, et chez certains ordres, comme tu l'as dit, chez les Béguines. Et ça, c'est pas très catholique. Ah Non, non, c'est en fait, sûr. il a détruit tout ce qui est là où il y avait encore de l'esprit, il a tout détruit. Les Béguines, moi j'ai alors comment ça s'appelle Marguerite de Porteret? Porrette. Correct. Porrette. Magnifique ça. C'est magnifique. Enfin, Ah c'est putain, c'est génial. ça défonce les théologiens de l'époque. Ils n'ont pas aimé. Ah ouais, Donc, c'est clair. mais à cette époque-là, il y a eu une tentative comme une étincelle, c'est comme quelque chose l'esprit devait sortir et vraiment le christianisme qui ressortait. Et Philippe le Bel, c'est vraiment le coup de massue là-dessus. Oh, ouais, bah, c'est clair. Et c'est Pour moi, vraiment le tournant. Ouais. Et on le voit même au niveau architecture, hein. Juste en regardant la matière, les effets. L'ère des cathédrales s'arrête net. Il n'y a plus de cathédrale gothique. Il n'y en a plus à partir de là. Mhm. Ou Ouais, il y a un alors truc qui meurt là. on finiole un peu des trucs, on finit des trucs qui étaient en cours, mais il n'y a plus rien. Et après vient l'ère des châteaux. Donc c'est la noblesse nationaliste. Voilà, Bah, l'ère après, des on châteaux. commence à On arrive rentrer dans à Versailles à la fin. Ouais, tu sais, les velléités ultra sédentaires, tu vois, genre c'est moi, c'est à moi, Nietzsche Ouais, voilà. Vorace et tout, tu vois, genre. Ouais, le précieux. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, Ouais, je me suis y a ce- rematé, C'est la loi de la régression trilogie des des Blancs. castes. Ouais, la loi de régression. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu vois, on pourrait dire, tu sais, pour donner des grands archétypes, au Moyen-Âge, tu as Saint-Louis, tu sais, le roi très chrétien, Ouais, au pied le du soldat, canon. enfin, le lieutenant du Christ. À la Renaissance, tu as le roi Soleil, Louis XIV, qui se prend pour une nouvelle divinité païenne. Avec ses ailes Après, tu as la augmentées. Révolution française avec les bourgeois, je sais pas, tu as Napoléon, tu vois, voilà. Et puis à la fin, tu as Macron, quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Là, on est au Dans la top, là. fin. Voilà. Je crois qu'on est pas mal là. Ouais, on est bien. Ouais. Alors, je regarde s'il n'y a pas des questions que j'ai foirées au vol. Ça, j'ai vu, ça, j'ai vu. Je remonte un petit peu. N'hésitez pas, les amis, à bombarder. Star qui me disait, qui dit, ouais, il existait des Béguines à Paris, oui. Bah, les Béguines, c'était tout le nord de la France. De toute façon, c'est de Paris, enfin, c'est nord. Putain, on a changé de sujet de ouf là avec la question. Mais j'avoue, ça peut être marrant. Que pensez-vous de la symbolique de l'Arc de Triomphe Alors, c'est recouvert marrant, de j'en ai papier? parlé tout à l'heure sur un live, j'étais en touriste, du coup, j'ai mis un petit mot là-dessus.
Alors, c'est soi-disant un mec avec une fondation qui a payé ça 20 millions d'euros. Mais en fait, si on connaît le business des fondations, moi j'ai travaillé dans l'art et dans ce business-là, il s'est défiscalisé, donc c'est vous qui payez. Bah oui, Vous avez tous payé par le ministère de la Culture et les non, mais c'est subventions. de la merde. C'est de la merde. De toute façon, attendez-vous à que. Actuellement, vous n'allez avoir que de la merde. Donc attendez-vous au pire. Ouais. Et la symbolique, c'est qu'aujourd'hui, le papier cadeau est ce qui compte le plus que ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Et le spectacle, le discours, la com qui compte, mais le fond, le cadeau en lui-même, on s'en fout, en fait. C'est du vent, en fait. Parce qu'un arc de triomphe, c'est symboliquement, il faut se référer à Rome pour comprendre ce que c'est. C'était construit quand on avait gagné une guerre, une bataille, conquis une contrée, une nouvelle province. Donc un arc de triomphe, c'est pas n'importe quoi symboliquement. Le recouvrir avec du papier cul, de la merde, enfin voilà, c'est même si cet arc de triomphe a été fait par la République ou par l'Empire, symboliquement, voilà, de toute façon, Macron symboliquement, il vous la met à l'envers tous les jours, donc. C'est un beau paquet cadeau. Voilà. Pour résumer, tout ça c'est de la merde, cette époque c'est de la merde, ce qu'elle produit c'est de la merde, c'est tout quoi, il ne faut pas besoin de s'emmerder plus loin. Faisons notre vie à côté, laissez-nous. Ne donnez pas des effets, parce que les effets vont être... soyez spectateur un peu, voilà, spectateur de tout ça et avec un peu de recul, sans cautionner, hein, mais attendez-vous... Faut accepter l'époque. C'est dur, hein. Moi, je trouve pas forcément ça évident, mais faut accepter le temps dans lequel on se trouve. Moi, je sais que c'est mon avis, hein, j'ai peut-être tort, je sais pas. Il y en a qui trouvent. Je pense qu'il y a des gens qui trouvent que l'époque qu'on vit est formidable. Bon, moi, je la trouve éminemment pourrie. Voilà. J'attends qu'elle meure, tout simplement. Il faut voir ça comme une pièce de théâtre. En fait, chacun a joué son rôle, sauf que les premiers, les plus sages, les plus grands sont passés avant. Bah là, il faut laisser la place au pire, aux dégénérés, à tout. Ils doivent faire leur show sur la scène. Il faut accepter ça parce que tous les principes doivent être manifestés, toutes les possibilités. Mais là, elles sont déjà quand même pas mal manifestées, donc je pense qu'on arrive bien. Après, ça c'est une version optimiste, mais je pense qu'on arrive dans le dur assez rapidement. Et moi, je pense pareil que vous, et moi je vois notre époque comme une époque de sénilité, de vieillesse, et tous ces papiers cadeaux par-dessus l'arc de triomphe, c'est parce qu'on n'est plus capable de créer des arcs de triomphe, en fait. On aime le bâtiment, et ça me fait penser, tu sais, aux vieux beaux, ou aux vieilles de 70 ans qui vont s'habiller comme des minettes de 20 ans. Et en fait, il y a un aspect monstrueux, horrible. Il y a de la sénilité et d'Alzheimer, un peu un espèce de retour malsain à l'enfance, tu vois, de la vieillesse sénile. Et c'est comme ça que je conçois un peu notre époque, quoi. Ah, complètement. Mais de toute façon, on n'est pas capable. C'est comme Amazon, ils produisent rien, mais ils font les paquets. Voilà, on voit. C'est typique, quoi. Alors, Cheval Tranquille qui continue sur la première question qu'il a posée. Les Templiers avaient mis en place une sorte d'État dans l'État. Ils avaient créé le premier système bancaire, un internationalisme, etc. Le roi de France devait intervenir. Non, ils avaient pas mis un État. C'est pas un État. Alors attends, juste avant, correction, si tu me permets, Neyman, après je te laisse envoyer. En fait, le truc, c'est toujours pareil. Dans la question que tu poses, Cheval Tranquille, c'est mon avis, hein, il y a le logiciel de pensée moderne. Il y a une terminologie qui n'est pas celle des anciens dont on parle. Il y a de la propagande. On ne pense pas à internationalisme à l'époque des Templiers. On ne pense pas à un État dans l'État à l'époque des Templiers. C'est des systèmes de raisonnement modernes, ça. Et on ne peut pas calquer ça. Voilà. C'est-à-dire que si on veut étudier l'époque dont on parle, il faut s'affranchir de nos façons de réfléchir le monde aujourd'hui. Ça ne colle pas avec comment les anciens pensaient le truc. Et du coup, quand tu dis le roi de France devait intervenir, si on pense dans ton prisme, automatiquement, on peut considérer que ta question elle a du sens. Mais si on se remet dans le prisme des gens dont on parle à cette époque-là, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pas insultant du tout. Hein. C'est pas insultant du tout. Non, non.
il regarde un truc, quand il dit c'était les banquiers de l'époque, ben moi je préfère qu'un banquier ça soit un Templier que Rothschild. Ou je préfère l'internationalisme des Templiers à l'internationalisme de George Soros. Voilà. Même du communisme, voilà, complètement, exactement. Non, mais ouais, et il n'y avait pas d'État, la notion d'État n'existait pas, à part chez les Romains, il n'y a que les Romains qui avaient ça. Et encore, c'est des notions d'empire. Ouais, c'est empire. C'était encore plus ambigu, c'était pas un État. Et Philippe le Bel, il a créé un État nationaliste. Un truc aberrant qui a aucun. Il a centralisé les provinces, en fait. Voilà. Alors qu'il y avait une diversité, par exemple, dans la France, en fait, il a centralisé et donné une administration à la France. Donc, comme je l'ai dit, c'est effectivement Philippe le Bel, c'est le père de la nation française, mais ça a été le bourreau de la chrétienté supranationale européenne, quoi. Et c'est le début de la fin, quoi. Et il peut pas y avoir d'internationalisme s'il n'y a pas déjà eu de nationalisme avant, quoi. Non, et la France, c'est une patrie, c'est pas une nation. Voilà. Dans le nationalisme. Enfin, surtout qu'à l'époque, c'est un royaume. Oui, et après, c'est pas un État, c'est pas un empire, c'est pas une patrie, c'est pas une nation, c'est un royaume. Voilà, puis il y a des comtés, des duchés, de genre de choses. Et ce qui est important, c'est le Vatican, en fait. C'est à Rome que se prenaient les décisions. C'est Urbain II, à Clermont-Ferrand, qui a déclaré la croisade. Et tous les puissants du monde sont partis au Moyen-Orient. Et c'était pas les conditions actuelles de guerre, quoi. Ça voulait dire qu'on n'était vraiment pas sûr du tout de revenir, quoi. Donc, en fait, le temporel était totalement soumis au spirituel, quoi. Et Philippe le Bel, c'est le premier grand chef temporel en Occident européen qui rompt le lien avec le spirituel. Et d'ailleurs, il y a l'attentat d'Agnani où il assassine un pape, quoi, en gros. Donc, je veux dire, ça se voit directement dans les faits, quoi. Ouais, il y a de Nogaret qui gifle le pape. Ouais. Voilà, et Nogaret et tous les légistes qui étaient autour de Philippe le Bel, c'était des descendants de cathares anti-papistes, quoi, on va dire, quoi, et hérétiques, quoi. Ah oui, alors là, je mettrais peut-être j'en profite pour mettre un petit taquet sur tous ceux qui idéalisent le catharisme. Le catharisme reste une hérésie. Alors, ce qui leur arrivait n'était pas mérité, c'était une manipulation des seigneurs du Nord pour conquérir le Sud. Mais le catharisme, déjà, c'est une hérésie. C'est déjà une dérive. C'est les prémices du judéo-protestantisme. Voilà. Apparu à la Renaissance et qui est le fondement idéologique de la modernité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les gars? Écoutez, pas trop de questions. Hein. On a peut-être fait le tour. Ok, je regarde un petit peu. Bon, ça, on a déjà vu. Tiens, en attendant, pour revenir au symbolisme, il y a eu 9 chevaliers qui ont à l'origine du temple, de l'ordre du temple. Ça se réfère aux 9 positions de l'étoile polaire en gnose. Oui. Donc à cette verticalité, d'où est tiré l'énéagramme et d'autres choses, les 9 natures psychiques. Et voilà. Si vous voulez comprendre un peu la symbolique de tout ça, c'était très inspiré. Il y a une remarque de Oyo, je sais pas quoi, j'arrive pas à prononcer son pseudo. Voilà. En gros, nous sommes des princesses. Merci pour la réponse. C'était par rapport au culte marial et tout. On avait discuté un peu de ça. Mais je note la remarque aussi pour une chose. Ça ouvre le truc sur la femme au Moyen-Âge. Moi, j'ai envie de dire, nous sommes des princesses, oui, au sens noble et moyenâgeux du terme. Oui. Et ça, c'est des vraies femmes, en fait. Et ce qui n'empêchait pas d'avoir une position sociale importante, considérée, contrairement à ce qu'on nous raconte comme ânerie sur le truc. Il faut relire les textes du Moyen-Âge sur le fin amour et l'amour courtois. C'est que, voilà, quand on se positionne de ce qu'on a remonté comme dossier aujourd'hui par rapport aux positions de la femme et dans le monde celte comme au Moyen-Âge, croyez-moi une chose, la femme aujourd'hui, c'est une putain d'esclave. Contrairement à avant, où elle avait une meilleure condition, bien meilleure. Et on la protégeait pour de vrai, d'ailleurs, à cette époque-là.
Elle était mise sur un piédestal à l'époque. Ah ouais. Et, Ah oui. et tu vois, moi, souvent, mon discours, je peux à la fois, des fois, me faire traiter de misogyne et des fois, je me fais traiter de ouais, mais toi, tu pardonnes tout aux femmes et tout ça. Mais parce que, en fait, parce qu'elle a raison. Elle a raison. Ah Les oui. femmes, c'est des princesses et c'est pour, là, c'est très évopsie ce que je vais dire, très terre à terre. Mais entre Oui. guillemets, c'est pour protéger le ventre des femmes et assurer la descendance que les hommes se font la guerre, construisent des trucs et construisent des sociétés. Tu sais, c'est la nidification. C'est exactement comme la femelle oiseau. Elle va pondre des œufs et tu vois le mâle qui fait des allers-retours avec des brindilles, mais c'est parce qu'il a envie d'assurer sa descendance. Alors, est-ce que les oiseaux sont machistes? Est-ce qu'ils sont féministes? Je crois qu'ils se posent pas la question, quoi, tu vois. Oh, s'il y a un petit trou du cul à cheveux bleus, il va te dire que oui. Mais moi j'aime bien ce qu'en disent la tradition juive. La tradition juive, ils disent si tu n'es un homme qui n'est pas marié, qui n'a pas une femme, n'est pas un homme. C'est vrai. Que pour se Dans réaliser, ce sens-là, c'est vrai. c'est la femme qui fait l'homme. Comme dans la vraie tradition juive, le machiar, le truc du machiar, en fait, c'est sa femme qui fait qu'il est le machiar et qu'il a la possibilité de, voilà, en Kabbale, on explique ça très bien, dans plein de traditions, même dans Ouais. l'hermétisme avec l'androgyne primordial. Donc la femme a une importance créatrice. On en revient à la Vierge Marie. Pourquoi Athéna a été On voit presque vénérée dire par les parce que là, Grecs, misogyne, soi-disant, et machin. Non, mais Non, il y a un monsieur. moment, non, mais non, voilà, on savait que c'était la matrice du monde, la sagesse, la materia prima, et que bien c'est sûr. Non, Et, les femmes qui créent et les femmes qui sont initiatrices, en et initiation. Notre-Dame, c'était enfin, des saintes ou des tutélaires de l'ordre du Temple, bien avec sûr. Saint Jean-Baptiste. C'est-à-dire que énormément de commanderies templières, l'église, elle s'appelle Notre-Dame. Et ça, c'est parce que c'est Saint Bernard qui a créé le vocable, justement, quoi, qui a Ah, c'est pour ça que presque je dis que Saint divinisé Bernard, c'est l'aspect l'archétype féminin, quoi. chrétien. Voilà. Ouais. L'archétype du christianisme à son apogée, sa réalisation, Saint Bernard, il a matérialisé le message chrétien. Il l'a fait vivre pour un temps, Ouais, avec le carrément. temple qui a Ouais, suivi, carrément. et les cathédrales, tout ça. Alors, réponse, question en même temps. Ok. Alors, Juste oui. pour finir Saint Bernard, Ouais, il faut pardon, savoir vas-y. que tous les rois d'Europe, les monarques d'Europe, consultaient Saint Bernard pour avoir son avis à cette époque-là. Oui, Ouais. il faisait les papes aussi. Ouais. Ouais. Plus que le pape, presque. Oui. Mais c'était un type, à mon avis, sur un plan ésotérique et spirituel, c'était un mec très avancé de Clairvaux, je pense. Alors, Je évidemment, suis né à 5 kilomètres de son lieu de naissance. enfoiré. Non, c'est cool. Mais c'était un gars, moi, je pense, Et on y fait du bon spirituellement, il était loin, le mec. Hein. Alors, oui, le mot État n'est pas adapté. Ok, plutôt royaume dans le royaume. Ça fait, encore une fois, mais ça ne fait pas royaume, sens ça au n'a rien à Moyen-Âge. voir avec l'État. Donc, Non, mais ça, si tu veux, c'est l'idée de l'État profond ou cette notion moderne, tu sais, Oui, dont on parle, qui peut avoir, ça peut parfaitement faire sens aujourd'hui, mais il y a pas un mec au Moyen Âge qui pense à faire ça, en fait. C'est-à-dire que au non, Moyen voilà, Âge, les si on veut faire Templiers n'avaient sauter, rien contre le voilà. roi de France. Non, mais En fait, en fait, déjà, Philippe le Bel, attends, je il a finis le truc. demandé 2 fois. Non, non, mais attends, juste un truc. Ouais. Philippe le Bel, il a demandé 2 fois à rentrer dans l'ordre du Temple et il a été refusé parce C'était que piège. il n'était pas carré, quoi, en gros. Donc, et, Mais non, mais c'est surtout voilà. que, en fait, quand on veut faire péter une royauté au Moyen-Âge, on ne fait pas un État dans l'État. On débarque avec ses troupes, on poutre la gueule au roi. voilà. Il n'y a pas cette histoire de temps, je vais faire. Bon, je vais être un peu vulgaire, on m'excusera. C'est un truc d'homme moderne. On n'a plus de couilles, donc on passe par les voies sournoises parce qu'on n'a pas la paire de burnes pour faire Voilà. face aux tyrans. Tout à C'est fait. tout. Ça, c'est les modernes, ça. Au Moyen-Âge, on a des couilles, on enfile nos armures et on va choper le roi, on va le chercher. Ils étaient On bien met plus sur la puissants gueule. que Philippe le Bel, les Templiers. Ah, Ils c'est étaient tout, bien quoi. plus puissants que Philippe le Bel, ils auraient très bien pu le dézinguer, ils l'ont pas fait. Mais Ce il qui était reste loyal, il avait de l'honneur, et il a joué là-dessus. C'est un perfide. Il est de la même Voilà. nature que les Anglais qui ont fait combattre les gueux pour aller trucider
la noblesse française, voilà. Alors je suis désolé d'être un peu vulgaire et d'y aller comme ça. Non, mais en fait, Cheval Tranquille a une vision républicaine, moderne, et on peut pas réfléchir à partir de ce prisme, sinon on est enfermé dans quelque chose et on comprendra jamais rien. Ouais. Bon, enfin, je suis pas méchant, mais non, c'est pas, oui, bien sûr, ça n'a rien. On parle pas contre toi, Cheval Tranquille, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est toujours la même chose. Moi, c'est un truc que je rencontre souvent quand on pose des questions, surtout quand il s'agit d'histoire. Quand vous posez une question sur le point de vue de l'histoire, quand vous posez une question historique, positionnez-vous du point de vue des gens que vous questionnez, c'est-à-dire à une époque donnée qui n'est plus la nôtre, donc on pense plus pareil, la vie n'est pas pareille, les mœurs sont pas les mêmes, l'organisation sociale n'est pas la même, etc. Et donc il faut réussir à faire abstraction de notre vision moderne, ou en tout cas celle qui nous plaît, pour plonger dans celle des anciens. Et depuis ce prisme-là, on peut questionner l'histoire. Mais sinon, ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, pour moi, je ne sais pas si j'ai tort de dire ça, les mecs, mais pour moi, ça n'a pas de sens si on fait ça. Pas ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et surtout, c'est pareil, moi là, j'ai fait la critique de Philippe le Bel, mais d'un point de vue historique, on va dire. Mais effectivement, en 2021, je préférerais Philippe le Bel à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que la dégénérescence, elle se fait petit à petit aussi, tu vois. Bien sûr, là, on a affaire quand même à des gars solides, il n'y a pas de souci, quoi. Bah, avec ce que tu viens de dire, tu expliques les réactionnaires, tu sais, qui veulent ou même la plupart des gens qui veulent retourner au monde d'avant. Mais c'est pas possible, en fait. Mais ça illustre bien ça. Voilà, Philippe le Bel, c'était une des pires ordures qui a créé une décadence, mais c'était son rôle à ce moment, et ça aurait été un autre, c'était pareil. Mais oui, maintenant, même avec Macron, on se dit, Philippe le Bel, ça aurait été peut-être mieux. Ouais. Ouais, puis c'est surtout que, bon, après, on n'est plus dans la même époque, on n'a plus c'est pas les mêmes générations. 2 fois dans le même fleuve, et voilà. Non, mais c'est purement incomparable. Je veux dire, un mec comme Macron au Moyen-Âge, il tient pas une minute. Non, mais il serait mort. Le mec, il est déjà pendu par haut et court, tout le monde applaudit, après on se bourre la gueule, quoi. Enfin, voilà. Enfin, en tout cas, alors, Laurence qui dit « Et l'histoire des rois maudits, une pure romance ?» point d'interrogation. Alors, moi, je vais rappeler la parole de Jésus qui disait « Jugez un arbre à ses fruits ». Qu'est-ce que c'est ? Dans l'histoire, oui, c'est pas une romance. C'était effectif, ça a été très clair. Et ça a été Dante, au moment de l'arrestation des Templiers, plus ou moins à l'époque, il place Philippe le Bel dans l'enfer et il dit celui qui a été tué par un pourceau. Parce que en fait, il y a une espèce de malédiction, c'est-à-dire que Philippe de Nogaret, il meurt 1 an après. Philippe le Bel, il meurt d'un accident de chasse parce qu'il se fait tuer par un sanglier. D'ailleurs, le sanglier, comme le fait remarquer Guénon, c'est le symbole de l'autorité spirituelle symbolique et clair. Non, il y a le pape aussi qui meurt dans les mois qui suivent. Aussi le pape d'après que Philippe le Bel a mis en place. Ils ont tous mal fini, quoi. Ouais, et après, on a eu la guerre de 100 ans, ça a ruiné la France. On a failli disparaître. La France a failli. Enfin, ça a été une catastrophe. Et oui, les rois maudits et les Capétiens, ça les a poursuivis jusqu'à la décapitation de Louis XVI. Ça, c'est clair. Et c'est effectif. Et c'est ce qu'on peut appeler de la magie. C'est de la magie, c'est un acte magique pur, ça. Il y a tout à fait ça, et il y a tout simplement que quand on provoque un décalage ou quand on joue avec le chaos, on finit toujours emporté par lui, en fait. On déclenche des forces qui nous dépassent, en fait, et on se prend un choc en retour. Complètement. Voilà, les lois de la nature. Voilà. On va pas tarder à finir, les gars, si ça vous va. En général, au bout de 2 heures, je pense que c'est pas mal. On a fait le tour du sujet et tout. S'il y a des dernières questions, écoutez, on peut les prendre. Sinon, je pense qu'on a couvert pas mal le sujet. De toute façon, il y a tellement à dire. Puis surtout, le problème, trucs à dire, on pourrait faire. Ouais, mais ce qui est compliqué, là au moins, on a un cadre général. Ça peut être une bonne référence pour travailler le problème des Templiers. Mais le problème après qu'on va avoir, c'est, comme disait Pierre tout à l'heure, c'est beaucoup de romances, beaucoup de fantasmagories. Il y a plein de données qu'on n'a pas. Sur le plan ésotérique, pareil. Sur le plan ésotérique, on peut que, entre guillemets, donner son avis, interpréter. On n'a rien pour étayer. On peut voir métaphysiquement ce que ça a représenté à l'époque où
ça Ouais. s'est manifesté. Donc ça, métaphysiquement, avec les clés de lecture de l'hermétisme, des traditions, on peut expliquer des choses et ça s'explique. Mais après, le reste dans les détails, Pierre il fait un after. Ah, Pierre-Yves, c'est jusqu'à 5h du mat, les gars. C'est un déglingo. Vous n'êtes pas prêts. Bah, pas ce soir, désolé, mais pourquoi pas. Ouais. Demain, je suis en live privé avec Ralph et David. Ah, voilà. Et en tout cas, méfiez-vous sur les Templiers de toute la romance qu'il y a dessus, de tous ceux qui se réclament de ça, de tous les pseudo-héritages qui sont arrivés après. Oui, Tout laisse des traces, mais bon, il y a un moment, c'est des traces, c'est des résidus, c'est pas vivant. Non, puis je pense surtout que on tourne une page dans l'humanité aujourd'hui avec ce chaos qui est en train de tout dissoudre. D'ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y a le renouveau derrière. Alors, on sera là ou pas, comment, on verra. Oui, ça peut c'est donner des leçons pour ce qui se passe actuellement. pour ce qui s'en vient, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, écoutez, les gars, on va clôturer là-dessus. Bah, merci d'avoir été présent. Merci Pierre-Yves d'être venu nous voir. Une fois C'était un plaisir. C'est cool. C'était un plaisir. Merci à vous. Ouais. Nemad, merci, camarade. Hein, toujours un plaisir. Voilà. Et puis, bah, j'espère que cette émission aura permis de donner un bon cadre général pour tout le monde pour la question de l'ordre du temple. Peut-être qu'on reviendra sur des points spécifiques, ça pourrait être sympa. On verra comment on va organiser les choses. En tout cas, bah, merci au chat aussi. On va vous laisser comme ça. Vous souhaitez une bonne soirée. Et puis, bah, nous, les gars, on se dit à bientôt. À bientôt, soit chez Pierre-Yves, soit ici, soit je sais pas où. Voilà. Hein. Il faudra que je t'invite, Guillaume, sur une libre antenne. Ouais, si tu veux. Quand tu veux, ouais, avec plaisir. Ok, les amis, bah, merci à tous. Voilà. Bonne fin de soirée à tout le monde. Que Dieu vous garde, parce que les temps sont quand même particuliers. Hein. Et puis, bah, on se dit tout ça bientôt. Ok? Allez, salut les amis. Ciao, ciao. Ciao.